Une ombre grandit, une malveillance s'avance dans les esprits, insinuée par un être des plus vils. Le printemps d'Arda touche à sa fin et le bonheur et la joie des elfes pataugeants et batifolants dans les vertes prairies d'Aman arrivent à terme. C'est un destin qui s'ouvre à présent. Un destin tragique, certes, mais qui permettra des temps nouveaux, renouvelés, de nouveaux astres solaires, lunaires, de nouveaux peuples, royaumes et bien d'autres choses. Mais avant cela, il faudra à nos héros traverser 1000 périples, 1000 massacres, meurtres, chagrins, trahisons, 1000 horreurs qui étaient pourtant écrites depuis l'aube des temps. Préparez-vous à entrer dans le cœur du conflit du Silmarillion, là où tout va basculer. Nous sommes sur le bord d'un précipice d'où nous ne percevons pas le fond et nous allons devoir sauter. Rappelons-nous alors que les temps les plus sombres donnent sur les périodes les plus paisibles et ne perdons pas à l'esprit que le bien et l'amour triomphent toujours à la fin. Nous allons suivre le destin de Féanor et avec lui le destin de toute une race. Nous allons entendre un discours légendaire, assister au plus grand drame de Valinor et découvrir une créature encore jusque-là oubliée. D'innombrables yeux, 8 pattes velues et des crochets acérés, ça ne pouvait être qu'une araignée. Dans cette période qui peut parfois paraître glaciale et sombre aussi bien dehors que dans les cœurs, puisse ce récit vous apporter l'espoir qu'au-delà du noir se trouve la lumière. Vous êtes avec les pages du milieu et nous vous souhaitons un joyeux Noël, une très bonne année et puis un excellent épisode. Joyeux Noël Cyril, joyeux Noël FX. Bah oui, joyeux Noël. Bon, à l'heure où sort cet épisode, Noël est déjà fini, mais les Tout à fêtes fait. pas encore et c'est bientôt la nouvelle année et dernier épisode de l'année 2024. Exactement. Dans quoi, dans 2-3 jours, c'est ça? Exactement, dans 2-3 jours. New Year's Eve. Et puis d'ailleurs, à propos de Noël, nous avons été gâtés, nous, par nos abonnés. Nous avons reçu un très beau cadeau récemment, même 2 cadeaux. Même 2 cadeaux, 2 colis qui Un sont qui n'est arrivés. pas à l'écran. Nous avons reçu des magazines contenant de superbes posters. Ouais. Vous avez partagé en story d'ailleurs. Et nous avons reçu aussi, ici dans le décor, de Marie qui nous a écrit une très chouette lettre. Merci beaucoup Marie. Marie. Une petite porte vers les rêves, vers les contes. Vous la reconnaîtrez peut-être ainsi. C'est la porte d'entrée De sac par du exemple. cul-de-sac, tout à fait. Avec des petits sous-verts. Parce que Marie a vu qu'on aimait bien boire divers breuvages pendant nos épisodes. Du coup, elle nous a offert des petits sous-verts. Tom Bombadil, merci beaucoup Marie encore une fois. J'espère que vous avez été gâtés, que vous avez tous demandé votre livre des éditions Christian Bourgois pour Parce que- compléter votre collection. D'ailleurs, les éditions, on attend toujours nos cadeaux, nos goodies pour essayer de faire votre promo. Ah ouais. On vous appelle, les éditions vous appellent. On veut bien faire votre promo, hein, juste un petit livre par On a personne l'air si un peu possible. d'être les parias on n'a pas droit, nous, à nos éditions. Ça viendra, ça viendra. On les payera et puis... ce sera Envoyez tous un message aux éditions bourgeois pour demander qu'on fasse des partenariats avec eux. On le veut. Faites-le s'il vous plaît. Oui, bah, doucement. On ne va bon. Non, mais harceler comme ça, on pourra personne. offrir des livres à nos abonnés, vrai. ça serait intéressant. Ce serait trop bien qu'on fasse un concours avec les éditions. En tout cas, on vous souhaite une très bonne année encore une fois. On espère que cette année passée fut excellente. Merci à tout le monde. Vous avez peut-être vu les stats, enfin, quoique je sais pas si on les a pas partagés sur Instagram, mais on a augmenté notre audience cette année de plus de 1000% d'après Spotify. Et c'est seulement Spotify alors qu'on est écouté aussi sur d'autres plateformes. Alors merci beaucoup pour votre présence. Merci pour tous les dons Tipeee, pour votre aide précieuse. Puisse cette aventure continuer encore longtemps. Merci pour votre soutien, on vous le dira jamais assez. Alors, peut-être nous allons nous lancer dans le chapitre tout de suite, comme je le disais en introduction, dans 2 chapitres, même le chapitre 8 et le chapitre 9, des chapitres non pas des moindres, qui vont nous amener dans un événement tragique. Et donc je vais laisser Julien commencer cela avec vous. Alors en effet Cyril, ce que tu avais dit était assez exact, on va être dans des chapitres assez sombres aujourd'hui, donc j'espère que les chapitres que nous allons parcourir seront plus sombres que votre fin d'année, qui sera plus heureuse, parce qu'aujourd'hui ça va pas être du gâteau. Alors nous allons commencer tout de suite avec le chapitre 8 intitulé « Le crépuscule de Valinor ». Avant de commencer, je me permets de prendre un spéculose et non pas un biscoff, comme maintenant ils ont appelé ça en Belgique. Hein? C'est même écrit dessus si tu regardes. Ouais, mais non, c'est un non, il est marqué Lotus dessus. Ah, encore. Hop, une petite Mieux. pub. Oui, donc n'hésitez pas non plus à envoyer un message à Lotus pour qu'on puisse potentiellement avoir... Parce qu'il faut savoir que là, peut-être que pour vous c'est Noël et le Nouvel An, mais pour nous c'est la Saint-Nicolas.
Au Et, moment où nous tournons cet épisode, nous sommes le 6 décembre. et c'est un bonbon très spécifique en Belgique de Saint-Nicolas. Ah, toi tu appelles ça un bonbon parce Non, que pas tu un viens de bonbon, Namur. un biscuit, je dis pas un Là bonbon. aussi, il y a une guerre entre les Liégeois, les Namurois, les Bruxellois. Bonbons, biscuits, Biscuits. cook. Et voilà, je prends ça pour me réchauffer le cœur avant de commencer, Julien. Et c'est amusant que tu prennes un moment pour t'arrêter et parler de manger, parce qu'on va y revenir dans ma partie du chapitre. On va parler de faim inextinguible et d'êtres qui ne peuvent s'empêcher de dévorer et de manger tout ce qui passe à leur portée. Donc tu es fort à propos, Cyril. Alors, pour rappel, lors du dernier épisode, nous nous étions quittés en parcourant une période très critique dans l'histoire des elfes, notamment avec la création des Silmarils par Fëanor, un des plus grands artisans elfes, qui avait été inspiré par une vision prophétique. Alors Fëanor avait capturé la lumière des 2 arbres du Valinor dans 3 joyaux appelés les Silmarils. Cependant, Melkor, le Vala déchu, convoitait ces joyaux et entreprit alors de semer la discorde parmi les elfes. Il propagea alors des mensonges parmi les Noldor, faisant croire que les Valar les maintenaient à Aman par jalousie, ainsi que pour préparer l'avènement des hommes, qui supplanteraient effectivement au final les elfes. Ces rumeurs créèrent des tensions, particulièrement au sein de la famille de Fëanor, car celui-ci, déjà arrogant et protecteur des Silmarils, devint de plus en plus méfiant envers ses demi-frères, Fingolfin et Finarfin. Melkor, manipulant les Noldor, les incita à créer des armes, ce qui conduisit à un climat de guerre imminente. Fëanor, sous l'influence des mensonges de Melkor, se rebella contre les Valar, tirant son épée contre son frère Fingolfin, et se vit exilé pour cette offense. Il partit alors avec ses fils vers le nord de Valinor, où il cacha les Silmarils dans les cavernes secrètes de Forménos, sa nouvelle forteresse. Et bien que Melkor fut finalement démasqué, ses manipulations réussirent à briser la paix du Valinor. Il tenta ensuite de s'allier directement avec Fëanor, mais ce dernier, malgré sa méfiance envers les Valar, refusa tout de même son aide et le chassa. C'est là-dessus que nous nous sommes quittés lorsque, humilié, Melkor quittait Aman, demeurant toutefois une menace grandissante pour les elfes. Parle. Alors pénétrons maintenant dans le chapitre 8, le crépuscule de Valinor. Ici, Manwë apprend rapidement la fuite de Melkor, et il obtient des informations quant au chemin qu'il aurait emprunté. Il déduit que ce dernier va regagner ses anciennes places fortes dans le nord de la Terre du Milieu. Oromé et Tulkas, évidemment, se précipitent donc vers ces endroits, espérant rattraper leur ennemi, mais ils n'en trouvent aucune trace jusqu'aux confins de la glace. Où le trouver ? Les frontières d'Aman sont alors mises en alerte, bien gardées pour prévenir le retour éventuel de Melkor, mais en vain, car, tout Vala qu'il est, il a encore pour l'instant le pouvoir de changer de forme ou d'aller sans vêtements. Ouh. Et malgré cette possibilité pour lui d'aller nu ou sous forme d'ombre plutôt, je n'ai pas été tout à fait sincère avec vous, Cyril et Fix, et nos auditeurs. Melkor a en fait faim de partir en Terre du Milieu pour en réalité rebrousser chemin dans sa fuite et se cacher loin au sud d'Aman. C'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi à le retrouver, Oromé et Tulkas. Tout nu. C'est toi qui es libre Ok, d'imaginer. d'accord. On peut imaginer qu'il est à croupeton avec un pagne, sous n'importe quelle forme. Mais Tolkien a un truc avec les personnages qui courent dans les vallées tout nus, tu vois. Il y avait déjà Tom Bombadil. Je sais pas si vous les vous souvenez. spectres aussi, hein, d'une certaine manière, s'ils c'est sont vrai. invisibles sous leur cape noire, c'est que techniquement... Ils sont nus. Un nom sans plus courir dans les champs, c'est quoi encore? Être heureux, Non, être un hippie. froliquer, c'est pas ça? Froliquer Froliquer. La définition, c'est être nu dans les champs. Je sais pas si c'est une définition officielle ou si c'est un C'est pour ça que la marque de croquettes pour chiens frolique, parce que dans la pub, on voit des chiens courir à poil, du coup, dans des champs. Ce serait ça la raison. Tout phare. Mais je me demande si froliquer ne veut pas dire gambader dans les champs un peu à la façon de la petite Bon, maison dans la prairie. L'épisode n'a pas commencé depuis longtemps, mais si vous êtes encore là, tapez froliquer dans les commentaires. Est-ce qu'on peut dire que Morgoth est un froliqueur? Peut-être. Moi, je trouve que ça claque quand même. Ouais. C'est ainsi, du coup, que Melkor, sous son déguisement nouveau, ou peut-être nu ou sous forme d'ombre, rejoint la région ténébreuse d'Avatar. Alors, sur sa route, il rencontre un frère, une sœur de la tribu de l'eau, il se rase les cheveux, il se peint une petite étoile, pas étoile verte, une flèche bleue sur la Tu tête, vas perdre tout le monde. et il devient donc le maître de l'air. Non, je dis n'importe quoi. Plus sérieusement, cet étroit pays qu'est Avatar, avec un TH, eh bien, il se trouve au sud de la baie d'Eldamar, et ses longs rivages sont obscurs, inexplorés, avec des murs montagneux abrupts séparant la mer de la terre. C'est entre ces murs et les eaux froides et noires que les ombres sont plus profondes et épaisses que tout autre endroit au monde. Ici, nous allons y rencontrer un être terrifiant qui y a élu domicile, secrètement, à l'insu de tous. Un peu comme
lorsque vous laissez votre fenêtre ouverte en automne et que vous découvrez avec stupeur en rentrant dans votre chambre une petite tache sombre dans un coin au-dessus de votre lit. Vous l'avez aperçue du coin de l'œil et désormais, vous ne pouvez plus en détacher votre regard, bien qu'elle vous effraie, de peur qu'elle vous échappe. Car, bien que voir cette créature ne soit pas plaisant, savoir qu'elle est présente et ne plus la voir est bien plus effrayant. Bon, vous l'avez compris, je ne vais pas faire de teasing plus longtemps, Cyril vous l'a déjà dit en présentation d'épisode. Vous savez de qui je parle, il s'agit d'une créature monstrueuse qui a élu domicile dans cette région désolée, Ungoliant, l'araignée géante. Ouais. Les Eldar On y ne est. savent pas d'où elle est venue, pour le coup. C'est souvent une question qui revient pour les gens qui n'ont pas lu le Silmarillion. Mais même les Eldar ne savent pas dire avec certitude d'où elle vient, mais il est dit qu'elle descendit de l'obscurité qui entoure Arda lorsque Melkor posa ses yeux jaloux sur le royaume de Manwë pour la première fois, et qu'elle faisait partie des esprits tombés sous sa servitude. Et si c'était le cas, elle avait désormais renié son maître, désirant être maîtresse de sa propre convoitise et se nourrir de tout ce qui lui était possible pour nourrir son propre néant. Je croyais que c'était Hagrid qu'il avait retrouvé, qu'il avait acheté un... Et voilà la référence. Ça, c'est plus tard, ça. Il faut suivre, Cyril. Ce gros balourd de Hagrid, pour être exact, comme le décrivait Tom Jedusor. Mais selon cette théorie, donc, ce serait un Maya, en fait. C'est ça. Bah après, comme je te l'ai lu, c'est la théorie des Eldar au final. Donc, Oui, c'est on n'a ça. pas vraiment de certitude. Ça peut être soit ça, soit une émanation également de la musique discordante Ouais. de Melkor. Bah, de toute façon, c'est Un un peu peu des comme deux, quoi. Tom Bombadil, il faudra accepter que il n'y a pas de véritable théorie. Non. Vu que En tout cas, ce qui est le Tolkien plus n'a pas proche, c'est donné ce que je de- vous ai ouais. lu, c'est ce qui est écrit et ce que les Eldar pensent, parce que tout ce qu'on vous fait comme récit dans le Silmarillion, ce sont les récits des Eldar, fatalement. Ce sont Ouais, ouais, bien sûr. leurs légendes issues de leur sagesse. Donc ce serait un esprit tombé sous la servitude de Melkor à l'époque. Elle avait fui du coup Ungoliant dans le sud d'Aman en échappant aux Valar et chasseurs de Romée dont la vigilance était portée vers le nord d'Aman. Elle avait alors rampé vers la lumière du royaume béni car elle avait tant soif de lumière qu'elle finissait par la haïr. Vivant dans un ravin, cette gigantesque araignée tissait depuis ses toiles dans une faille des montagnes côtières et elle aspirait toute la lumière qu'elle pouvait trouver, la transformant en de noirs filets d'ombre suffocantes jusqu'à ce qu'aucune lumière ne puisse atteindre cette région. C'est pour ça que le sud d'Aman est particulièrement sombre, bien que la lumière encore des lampes, enfin des arbres de Valinor l'éclaire totalement. Toute cette région est sombre parce que toute la lumière qui arrive jusqu'au sud est dévorée par Ungoliant, tout simplement, et se retrouve dévorée et prise au piège dans ses toiles en fait. Ce n'est pas que la région n'est pas atteinte par la lumière, loin de là. Mais toute cette lumière dont elle se nourrit n'est pas suffisante. Et sa faim, comme la tienne Cyril, avec tes spéculoos, biscoff, lotus, elle est inextinguible. Et tout cela, inextinguible tout à fait. C'est Pas une petite dédicace, inextinguible, c'est une petite dédicace à notre prof d'orthophonie en théâtre. Parce qu'effectivement, on a tendance à dire inextinguible, mais c'est inextinguible. Ah ouais, Donc c'est bien. bisous Michel. Et on dit fuchsia. Je ne pense pas que tu nous écouteras, Michel, mais si jamais, salutations. Et tout ce que je vous décris là sur cette description de ce sud d'Aman, cette terre d'Avatar, eh bien, pour moi, ce n'était pas sans rappeler un passage du Seigneur des Anneaux, qui commence maintenant un peu à dater. Passage où Frodon et Sam se trouvaient en fâcheuse posture avant d'entrer au Mordor. Évidemment, le parallèle est assez évident. Où, dans ce chapitre, suivant le perfide mais coquet Gollum, vêtu de son pagne soyeux, souvenez-vous, eh bien, ils avaient emprunté, nos chers hobbits, le passage du col de Kiritungol, où résidait un des rejetons d'Ungoliant, la terrifiante Arachne. Et les descriptions que Tolkien en faisait, je trouve, sont fort semblables, et l'horreur que devaient affronter nos deux hobbits est un peu plus concrète, d'une certaine manière, parce que l'on comprend qu'ils étaient dans l'antre d'un descendant d'Ungoliant, probablement un esprit corrompu par Melkor au commencement du monde, dans une antre où régnait une obscurité totale, où la lumière était dévorée et transformée en ombre, et où le néant semblait partout autour d'eux. Alors, je vais me permettre de vous refaire une petite lecture d'un extrait des Deux Tours, pour voir à quel point c'est très similaire, si pas identique. C'était dans l'avant-dernier chapitre des Deux Tours, qui s'intitulait « Dans l'antre d'Arachne ». Souvenir. Au bout de quelques pas, ils se trouvèrent dans une obscurité totale et impénétrable. Donc on parle de Frodon et Sam. Frodon et Sam n'en avaient pas vu de semblable depuis les passages sans lumière de la Moria, et elle était ici encore plus profonde et opaque, si la chose était possible. Ici, l'air était immobile, stagnant, lourd, et le son tombait comme mort. Ils marchèrent dans une vapeur noire faite de ténèbres véritables même qui, respirées, amenait la cécité non seulement aux yeux, mais aussi à l'esprit, de sorte que tout, jusqu'au souvenir des couleurs, des formes et de toute lumière, s'évanouissait de la pensée. La nuit avait toujours été, elle serait toujours,
et la nuit était tout. Ouais, on comprend bien. Hein. Donc ouais, on peut s'imaginer ces deux petits hobbits avec un artefact maléfique en leur possession qui se retrouvent dans un endroit où il fait vachement noir, quoi. Ouais. Où la lumière... Plus ça, que noir. Ça, je vais en reparler par la suite, mais faut essayer d'imaginer, c'est relativement inimaginable, mais que quand on parle de cette obscurité avec Ungoliant et Arachne, on n'est pas sur une absence de lumière, on est sur l'obscurité comme matière. Donc faut imaginer un noir qui rentrerait, une obscurité qui vous pénétrerait la rétine et qui serait dense, quoi, que vous n'arriveriez pas à passer à travers, que vous ne verriez même pas vos propres membres, vous ne verriez rien. Donc c'est assez effrayant. Ça fait du bien de se retourner un petit peu dans les deux tours. Ça vous dirait pas, après le Silmarillion, on refait... on refait un trois remake de Seigneurs chaque des épisode. C'est vrai que c'est intéressant de faire le parallèle parce que là, on se rend compte du coup vraiment de l'origine de ce noir qu'ils sont en train de vivre à ce moment-là dans les deux tours. Et qu'ils ont... Tolkien aussi a bien joint les deux bouts de son œuvre. Bon, là, c'est Christopher qui a tout collecté fatalement, mais c'est bien cohérent en tout cas. Alors, je vous parle d'Ungoliant et sa tanière en Avatar, mais pourquoi ? Eh bien, parce que Melkor, dans sa fuite vers le sud d'Aman, eh bien, il vient la trouver. Et pour la rencontrer, il prend la forme qu'il arborait en tant que seigneur d'Utumno, grand, terrible, vêtu d'une imposante armure sombre, et c'est sous cette forme qu'il restera à jamais. Dans les ombres noires et à l'abri de la vue de Manwë, Melkor prépare en fait sa vengeance avec l'araignée. Et bien que sa fin soit attisée par la convoitise de son homologue, elle ne peut s'empêcher de craindre la puissance des autres Valar, et elle préfère rester dans sa tanière. Ce à quoi Melkor lui répond ceci. « Fais comme je te l'ordonne, et si ta faim n'est point rassasiée quand ce sera chose faite, alors je te donnerai tout ce que tu pourras convoiter. Oui, certes, des deux mains. Je répète, des deux mains. » Je le cite. Hein. Ce sera important pour la suite. Parce que c'est une promesse vite faite pour Melkor, qui a un plan bien élaboré et ne compte pas vraiment le respecter. Mais Ungoliant, pour l'instant, elle est encore un peu naïve, un peu jeune. Dans ses premières années, elle n'en se doute pas encore et elle accepte ce marché. Ils se mettent en route, tous deux, main dans la main, main dans la patte, je ne sais pas, enveloppés dans un manteau tissé de ténèbres et une non-lumière semblable au néant, c'est ce que je vous décrivais. Et à mesure qu'ils avancent, Ungoliant, elle tisse ses toiles et elle grimpe jusqu'au sommet du Yarmentir. Le Yarmentir, c'est la plus haute cime de cette région, encore loin au sud du Taniquetil. Et pour rappel, le Taniquetil, c'est la plus haute montagne d'Aman où siège Manwë. Depuis leur point d'observation, Melkor et sa nouvelle alliée voient tout. Les bois de Romé, les champs de Yavanna, les arbres lumineux de Telperion et Lorelin. Tiens donc, les arbres lumineux de Telperion et Lorelin. Ils s'élancent alors tous deux vers les arbres pour entamer leur sinistre projet, enveloppés de ténèbres, car ils ont enfin trouvé leur cible parfaite. Ils savent ce qu'ils vont attaquer. En Valinor, pendant ce temps-là, c'est période de fête. Bien qu'il n'ait pas de saison hivernale à proprement parler, souvenez-vous, dans les précédents épisodes, on vous avait parlé de la manière dont étaient comptés les âges, le fait qu'il n'y avait pas encore d'astres solaires ni lunaires, et que du coup, à ce moment-là, il n'y a juste que de la lumière qui baigne la terre d'Aman. Du coup, il n'y a pas encore de saison à proprement parler. Les plantes ne vieillissent pas toutes seules, comme dans notre monde actuel. C'est Yavanna qui a en fait ordonné des périodes de floraison et de mûrissement pour tout ce qui pousse en Valinor. Et Manwë a proclamé une grande fête où tous les peuples de Valinor sont conviés. Noldor y compris, car il est temps de ressouder tout ce beau monde après les dernières manigances, vous en souvenez, de Melkor qui avait un peu foutu le bordel au milieu de tout ça. Et tous sont là, à festoyer sur les pentes verdoyantes de la montagne qui donnent sur les arbres. Nous avons les Vagnars, les Noldor, les Maillards, ainsi que tous les Valar. Enfin, je dis que tout le monde est là, ce n'est pas tout à fait exact, et cela contrarie d'ailleurs Manwë. Car bien que Fëanor soit là, sous ordre du Vala, tous les Noldor de Formenos sont absents, ainsi que Finwë, pour qui le bannissement de son fils équivaut à sa déchéance en tant que roi. Donc Fëanor, lui, il vient à la fête, simplement vêtu, sans bijoux, et sans les Silmarils, cette info est importante, les Silmarils qui sont restés dans la chambre forte de son palais à Formenos. Ah oui, il y a son papa du coup. Oui, son papa est resté avec toute leur garde et c'est eux qui veillent sur le trésor d'une certaine manière. Et sa venue forcée à Fëanor, elle lui permet néanmoins de se réconcilier avec son frère Fingolfin, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle en ce moment-là. Et Fingolfin lui prend la main et il proclame ceci. « Chose promise, chose due, je te libère et aucun grief ne nous retient. Demi-frère de sang, je serai entièrement un frère de cœur. Tu iras en tête et je te suivrai, qu'aucun malheur ne nous sépare plus. » Bon, les deux frères ne se doutent pas alors à ce moment-là du sens que prendront ces paroles. Ça durait. En effet. Malheureusement, il va un peu trop bien le suivre d'ailleurs. C'est ça le souci.
Comme souvent dans les prophéties, il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'il faut les prendre vraiment au pied de la lettre. Et on dit d'ailleurs, parce que le moment est quand même beau, on dit qu'à ce moment-là, où les deux frères se tiennent ensemble devant Manwë pour se réconcilier, les arbres brillent encore plus ardemment que jamais, et ce, pour la dernière fois. Car, chers auditeurs, chères auditrices, c'est à cet instant que Melkor et Ungoliant arrivent aux arbres, toujours enveloppés de ténèbres, et que le plus puissant des Valar frappe chaque arbre de sa lance jusqu'à leur cœur, les blessant profondément. La sève des arbres se déverse comme si c'était leur sang qui se répandait sur le sol, et Ungoliant, elle colle son bec noir à la plaie des arbres, allant de l'un à l'autre pour aspirer toute leur sève jusqu'à ce qu'ils se tarissent de leur lumière. Le poison de mort qui est en elle pénètre leurs tissus et les dessèche, racines, branches et feuilles, et ainsi meurent les arbres de lumière. N'ayant toujours pas étanché sa soif, Ungoliant ne s'arrête pas là. Elle se dirige désormais vers les puits de Varda et les assèche aussi, tout en vomissant des vapeurs noires autour d'elle. Son repas la fait enfler et prendre une taille telle qu'elle n'est que plus hideuse, et elle finit même par effrayer Melkor lui-même. C'est dire, Melkor qui, pour le rappeler, c'est parfois une question qu'on peut voir passer sur Quora ou sur des forums où des gens se demandent qu'inspirait Melkor face à ceux qui pouvaient le rencontrer. Melkor, c'est censé être l'être le plus terrifiant de toute la Terre du Milieu qu'elle n'ait jamais connue, que même les soldats les plus vaillants, s'ils le regardaient dans ses yeux, ils pouvaient presque perdre la raison, devenir fous de peur. Donc c'est dire que si même lui a peur d'Ungoliant, ça devait être quelque chose. Il y a des êtres qu'on regarde dans les yeux et on tombe fou d'amour. Et puis il y a les autres qui nous inspirent autre chose. Désolé Cyril. Non, je voulais vous faire une déclaration. On l'a senti, Cyril. Voilà. Tout le monde l'a senti, on l'a tous compris dans ta voix. Merci. Mais pendant que toi tu nous envoies de la lumière, eh bien les ténèbres descendent sur Valinor. De nombreux chants racontent les crimes perpétrés ce jour-là, mais aucun ne peut contenir toute la peine et la terreur qui en ont découlé. Car au moment où la lumière des arbres disparaît, ce n'est pas l'obscurité qui prend le relais, c'est ce que je vous disais. Il ne s'agit pas d'une absence de lumière, non, les ténèbres sont devenues matière, capables de pénétrer l'œil, s'insinuer dans le cœur et l'esprit, et éteindre le courage du plus vaillant. Varda, quant à elle, depuis le haut du Taniquetil, elle contemple l'ombre s'élevant partout autour de la montagne sacrée. Plus un chant ne résonne, un souffle glacial se lève dans l'est et les vagues de la mer déferlent contre les murailles du rivage. Seuls les yeux de Manwë parviennent à percer cette obscurité pour distinguer des ténèbres encore plus noires, fuyant vers le nord à grande vitesse. Plus noires que le noir, impénétrables, immenses et lointaines. Melkor est venu, il a détruit, et il est reparti. La poursuite est lancée, et la première lumière à ressurgir en Valinor, c'est celle produite par les sabots de Nahar, la monture d'Oromé, qui s'élance à nouveau à la poursuite de l'ennemi des Valar. Mais cette lumière n'a pas encore rejoint le nuage sombre d'Ungoliant, que la cavalerie des Valar est aveuglée et apeurée. Tous sont déroutés, et même Tulkas, il est comme pris dans un noir filet d'ombre, impuissant et frappant dans le vide. Et quand les ténèbres sont enfin passées, il est trop tard. Melkor a fui, et sa vengeance est accomplie. C'est quand même fou de se dire que c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui on met des sapins de Noël dans nos salons pour célébrer du coup la mort des arbres de Valinor. Ouais. Tout à fait, en amenant d'autres arbres morts et en les décorant de lumière. Exactement, c'est ça l'origine. Ouais, C'est fou quand même. Non, mais c'est incroyable, 6000 ans après quoi, qu'on fête encore, célèbre encore ces fêtes. Moi je trouve ça beau quoi. C'est d'ailleurs pour ça que chacun a chez lui, avec un sapin de Noël, pas un mais 2 sapins en fait, pour respecter... Oui. Vous avez tous 2 sapins, d'accord. Évidemment. Oui. Et puis une crèche avec Fëanor. Fëanor imprégné de l'Esprit Saint en ayant tué sa mère qui lui a donné naissance. Ah, mais événement important là que tu viens de nous conter, Julien. Tout à fait, très important. Central dans la cosmogonie, dans l'histoire de la Terre du Milieu. La vengeance de Melkor qui va devenir Morgoth, comme on va le voir juste après. Renommé par Fëanor, si je ne m'abuse. C'est quand même terrible que tout ça soit juste une guerre d'ego, quoi. Il n'y a vraiment aucune volonté, à part celle de faire du mal. C'est vrai que la jalousie. C'est assez drôle quand tu regardes, quand on va arriver au bout de cet épisode, au bout des 2 chapitres qu'on fait ici, c'est un peu... l'effet boule de neige en permanence de personnages qui sont en mode je m'en fous, je vais au bout, il va y avoir encore plus de merde. C'est un peu, tu sais, quand dans un film, ce genre de film que tu as vu 1000 fois,
Et t'es là en mode si à ce moment-là, ce personnage-là, il faisait pas ça, mais Ouais. en fait, il y aurait pas tout le mal qui arrive après. Et t'es là, à chaque fois que tu le regardes, t'as envie que ça change. Une sorte Et tu d'ironie comprends dramatique. pas, oui, c'est ça. Tu comprends Comme pas dans les pourquoi Star ce Wars, personnage, notamment, tu vois toute l'évolution dans le 1, 2 et 3 d'Anakin, tu te dis non, pas lui. Pas toi, Anakin, pas maintenant. Mais encore, Anakin a une raison, Il tu y vois. a plein de raisons. Il y a des personnages, par exemple, et c'est justifié dans l'histoire. Hein. Par exemple, il y a, je pense que c'est dans les films, là, les Avengers, où Mhm. oui, à un moment, ils ont le méchant Thanos. Et ils sont à 2 doigts de gagner. Et t'as un personnage, c'est Chris Pratt, je sais Ah oui, 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 oui. qui le frappe parce qu'il a perdu sa femme. Mais tu te dis, s'il avait réussi à se retenir à ce moment-là, l'histoire, évidemment, il n'y aurait plus d'histoire. Donc voilà, mais C'est le scénario, hein, voilà. ouais, mais après, ça peut se comprendre. Moi, j'aime bien quand un personnage perd un peu la raison, pas entre guillemets à raison. Dans ce cas-là, il avait perdu l'amour de sa vie, donc voilà. Mais tu te dis, si à ce moment-là, il n'avait pas foiré. Voilà, et ici, j'ai un peu c'est comme tu dis, un peu d'égo en égo, de discours en discours, tout le monde finit par se bouffe, se foutre sur la gueule, et on va y arriver, hein, mais en gardez même ça temps, en tête, la tragédie d'Enoldor arrive. Et même Ouais. d'autant plus quand tu vois le fait que Fëanor ne soit pas venu avec les Silmarils, on va le voir très vite Ouais. avec Cyril, ça peut paraître être une bonne idée de sa part de ne pas les arborer en public, même si je pense, ce n'est pas écrit, mais qu'il ne les a pas portés parce qu'il ne veut pas les donner à la vue des Valar et qu'il ne leur fait pas confiance, et que vu que c'est son œuvre, bien que la lumière ne lui appartienne pas, la lumière que contiennent les Silmarils, il y a quand même pas mal d'ego dans le fait qu'il les ait laissés cachés chez lui avec son père, et au final, ça va un peu causer sa perte, le fait que les Silmarils vont arriver en possession de Morgoth. Donc c'est un peu une bonne et mauvaise décision de sa part, mais qui va lui coûter très cher au final, qui va coûter cher à tout le monde. Et on va voir que je ferai tout à l'heure un parallèle, j'y pense maintenant, mais entre les Silmarils et l'anneau, en Mhm. quelque sorte, il y a quelque chose à faire. Mais ça, ce sera dans la partie questions. Restez bien avec nous pour la Je question serai des plus là, moi. auditeurs. À ce moment-là. Mais en tout cas, par rapport à ça, c'est vrai qu'on se dit, allez, ça aurait pu être différent. Et en même temps, ça devait être comme ça, puisque on va le voir que tout cela va amener des choses bonnes pour le monde, comme un certain soleil et une certaine lune. Oui. Et Dans ce cas-ci, le fait que les arbres aient été mangés, mais pour tout le reste, c'est vrai que c'est assez tragique. Mais je me suis fait la réflexion en relisant ces chapitres ici, et même je pense que je me l'étais fait la réflexion en lisant la première fois, que Tolkien a quand même écrit toute une histoire presque, extrêmement sombre et déprimante de personnages emblématiques, mais qui font entre guillemets sale coup sur sale coup, etc. quoi. Mais encore une fois, on y reviendra. On va voir tout notre chapitre. Enfin, tous ces 2 chapitres, parce que on n'est pas au bout de nos peines. ça, c'est sûr. Alors, quelques temps après cet événement tragique, une grande foule s'amasse autour de l'anneau du destin. L'anneau du destin, je rappelle, c'est l'endroit où se réunissent les Valar, les rois de Valinor, pour discuter, pour une sorte de conseil, quoi. Et les Valar sont assis dans l'ombre, car il fait nuit dorénavant. Mais les étoiles de Varda scintillent au firmament tout de même, et l'air est limpide, car les vents de Manwë ont chassé les vapeurs mortelles et refoulé les ombres de la mer. Question Cyril, on est d'accord qu'à ce moment-là, je pense qu'on en avait parlé dans le dernier épisode, les étoiles de Varda, elles se trouvent au-dessus de la terre du milieu et pas d'Aman. Donc ils sont éclairés par la lumière des étoiles un peu lointaines, c'est ça ? Je suppose que, comme elles sont dans le ciel, je crois qu'ils ont quand même la lumière. Un petit peu éclairé. C'est-à-dire, avant, ils avaient au moins la lumière, ils avaient la lumière des arbres qui prenaient le pas Ouais, dessus. Je suppose c'est que ça. maintenant qu'ils sont plus là, ils ne voient plus que les étoiles au loin, Ok. à la limite, ouais. Mais en tout cas, ils sont dans la nuit, c'est Mhm. certain, alors qu'ils étaient dans le jour, D'accord. grâce aux arbres avant. Yavanna se lève et se tient debout sur Ezeloar, le tertre vert, qui maintenant est vide, noir et nu. Donc Ezeloar, c'était le tertre où il y avait les 2 arbres, évidemment. Dites-moi, monsieur Cyril, où iriez-vous si je vous demandais de me trouver un Ezeloar ? C'est une référence à Harry Potter très très fine. Oui, parce qu'on vient de se refaire les films récemment, on Ouais. se fait un petit marathon, et La donc moitié, celle-là, la moitié. elle est restée. On termine ce week-end. Donc Yavanna pose ses mains sur les 2 arbres, ou enfin ce qu'il en reste, mais ils sont comme morts et ne brillent plus, et chaque branche qu'elle touche se rompt et tombe sans vie à ses pieds. Un chœur de lamentation s'élève alors, et la multitude éplorée croit avoir bu jusqu'à la lie la coupe du malheur que Melkor leur avait versée, mais il n'en est rien, malheureusement. Yavanna s'adresse alors aux Valar, disant «
La lumière des arbres s'est éteinte et ne subsiste plus que dans les Silmarils de Fëanor. Quelle prévoyance fut la sienne! Même pour ceux que l'on compte parmi les plus puissants sous Ilúvatar, il est une œuvre qu'ils accompliront une fois et une fois seulement. À la lumière des arbres, j'ai donné existence, et jamais plus ne le pourrai-je au sein d'Ea. Mais s'il m'était donné ne serait-ce qu'un peu de cette lumière, je pourrais ramener les arbres à la vie avant que leurs racines ne se corrompent, guérirais alors notre blessure, et la malignité de Melkor serait confondue. Alors, tout le monde se tourne vers Fëanor, qui reste silencieux. Manwë prend la parole. Fëanor, Fëanor, fils de Finwë, n'entends-tu pas les mots de Yavanna? Accorderas-tu ce qu'elle n'ose demander? Et puis Tulkas intervient. Eh, parle, Noldor, vas-y, Fëanor. Qui refuserait à Yavanna une telle demande? Mais Olé essaye de tempérer un peu ses compagnons. Ne soyez pas si pressés, et nous demandons une plus grande chose que nous ne pouvons le savoir. Laissons-lui encore un peu de répit. C'est mignon ça. Alors, Fëanor se met à parler, et il crie d'une voix amère. Pour changer. Il dit que pour les humbles comme pour les plus grands, il est une œuvre qu'ils ne peuvent accomplir qu'une fois, et en cette œuvre leur cœur réside. Il se peut que j'advienne à défaire mes joyaux, mais jamais n'en pourrai-je refaire de semblables, et si je dois les briser, je me briserai le cœur et j'en serai tué, premier de tous les Eldar en Aman. Non, pas le premier, répond alors Mandos. Mais personne ne comprend cette parole, et il y a un silence. Alors cette parole, on va la laisser un peu en suspens, on va y revenir dans quelques instants. Je viens de comprendre pourquoi il disait exactement ça, j'avais Je oublié. rappelle que Mandos sait tout. Il n'a rien oublié, donc il sait ce qui va se passer. Et sa femme, pendant ce temps-là, tisse tous les événements dans les halles de Mandost qui sont passés. Évidemment, lui est au courant de ce qui est en train de se tramer en fait en arrière-plan. Elle fait tout à la main ou elle a des tisseuses professionnelles pour aller plus vite? Parce qu'à mon avis. Elle fait du crochet. Ah ouais. Eh bien, écoute, ça dépend des versions. Il y a des versions où on dit qu'elle emploie des enfants, donc des mineurs. Ouais. Mais Tolkien s'est opposé à cela par la suite, du coup, il a revu sa copie. Mais... Ouais, je comprends. C'était une autre époque aussi. Hein, Oui, C'était c'est un homme de permis. son temps. Un homme de son temps. En tout cas, elle a voulu délocaliser sa production pendant tout un temps. Oui. Et En puis elle est terre du revenue, milieu parce que c'était moins cher voilà. là-bas. Ouais. Exactement. Puis Manwë a voulu faire de la terre d'Aman, Great Again. Il a surtout augmenté les taxes, c'est ça qui a tout foutu C'est pour en ça l'air. qu'ils ont build the wall d'un côté de Aman. Oui, c'est vrai en plus. Il y a Ils ont vraiment vraiment un mur. il y a des montagnes. Il y a beaucoup d'histoires de murs chez Tolkien. C'est vrai. Imagine Manwë avec une perruque blonde comme ça. We're gonna build a wall. The pillowy. Middle Earth, China. Oh mince, je pourrais plus jamais m'enlever ça de la tête. Ah non, allez. À chaque fois que je vais lire les Pelori, maintenant, je vais penser à ça. C'est pas Manwë qui ressemble le plus à Trump, je pense, dans les personnages qu'on va rencontrer. Il y en a certainement d'autres qui s'en rapprochent plus. Bon, en attendant, Fëanor rumine dans le noir. Il se voit cerné comme par un anneau d'ennemi, et les paroles de Melkor lui reviennent à l'esprit, à savoir que les Silmarils ne sont pas à l'abri et que les Valar les convoitent. Mais n'est-il pas un Valar, lui aussi, et ne voit-il pas en ses semblables d'autres voleurs? Alors Fëanor s'écrie « Je ne ferai pas cette chose de mon plein gré, mais si les Valar m'y contraignent, alors je saurai que Melkor est bien l'un des leurs. » Alors Mandos parle encore et dit « Tu as parlé. » Et Nienna se lève et gravit le tertre des Elohar. Elle rejette son capuchon gris et se met à pleurer. Tandis qu'elle pleure, des messagers accourent de Forménos. Ils rapportent que les ténèbres se sont glissées vers le nord et que Melkor s'est rendu à la demeure de Fëanor et a tué Finwë, roi des Noldor, devant ses portes, répandant le premier sang dans le royaume béni, car Finwë était le seul à n'avoir fui devant l'horreur des ténèbres. Et voilà, donc c'était donc évidemment ce qu'avait annoncé Mandos quelques lignes plus haut. Il savait évidemment qu'à ce moment-là, Finwë avait déjà été tué par Melkor, malheureusement. Donc au Et donc, final, c'est- peu importe la réponse de Fëanor quant à la demande des Valar, il était déjà trop tard. Tout à fait. Mais c'est le premier mort en Aman ou le premier sang Premier versé? tué. Le premier tué, tué, Oui, c'est parce ça. que hein. la première morte, c'est la maman de Fëanor. C'est vrai, tout à fait, oui. oui, oui. Qui disait le premier sang versé sur la terre d'Aman. Décidément, Celui de cette Finwë. famille. Oui, tout à fait. Donc c'est seulement le deuxième elfe en fait qui meurt en Aman, c'est donc Finwë. Donc les messagers annoncent que Melkor a brisé les chambres fortes de Forménos et dérobé toutes les gemmes s'y trouvant, ainsi que les fameux Silmarils. Fëanor se redresse et levant une main devant Manwë, il maudit Melkor, le nommant Morgoth. Enfin, on y arrive à ce nom, le noir ennemi du monde. Et chez les Eldar, il ne fut jamais plus désigné autrement que par ce nom. Et d'ailleurs, on l'appellera nous aussi à partir de maintenant, la plupart du temps Morgoth, je crois. Ou on peut aussi l'appeler celui dont on ne prononce pas le nom. Si vous voulez.
proposition. Alors, Fëanor, Poussé. Fëanor quitta l'anneau du destin et s'enfuit dans la nuit, car son père lui était plus cher que la lumière du Valinor ou les ouvrages incomparables façonnés de ses mains. Morgoth, échappant à la poursuite des Valar, atteint les déserts d'Araman. Ce pays s'étend au nord, entre les montagnes des Péloris et la Grande Mer. Contrairement à l'Avatar, qui s'étire au sud, l'Araman est une terre vaste et aride, où les plaines deviennent de plus en plus froides à mesure qu'elles approchent de la glace. Morgoth et Ungoliant traversent cette région à toute allure, franchissant les grandes brumes de Loyomure jusqu'au El Karache, un détroit où les glaces aiguës séparent l'Araman de la terre du milieu. Ken s'est transformé en japonais. En japonais ou espagnol, je ne sais pas. Ah, je l'avais plutôt, ouais. Ça me faisait plutôt japonais, moi. J'ai aussi un artisan près de chez moi qui sépare les glaces en différents... En différents parfums. Oui, c'est ça, En exactement. pistache. En spéculose ou Bon, ça, tiramisu pour les plus aventureux. Enfin bref, Morgoth et Ungoliant donc traversent cette région à toute allure, franchissant les grandes brumes de Loyomure jusqu'au Karache, je viens de le dire, un détroit où les glaces aiguës séparent l'Araman de la terre du milieu. Morgoth le traverse et rejoint enfin le nord des terres extérieures, donc la terre du milieu. Ils poursuivent leur route ensemble, car Morgoth ne peut échapper à l'araignée. Son nuage ne le quitte pas et tous ses yeux restent fixés sur lui. Ils atteignent les terres au nord de l'estuaire du Drengist, lorsqu'ils approchent des ruines d'Angband, où se trouvait autrefois sa grande forteresse occidentale. Ungoliant devine qu'il espère lui fausser compagnie. Elle l'arrête et, menaçante, le somme de remplir sa promesse. « Cœur noir, dit-elle, j'ai suivi tes ordres, mais la faim me tenaille toujours. »« Que veux-tu encore ?» répond Morgoth. « T'es-tu adjugé le monde entier pour ta panse ? Je n'ai pas promis de te l'offrir, j'en suis le seigneur. » « Pas autant, dit Ungoliant, mais tu as là un grand trésor de Formenos. Je le veux tout entier, oui, de tes 2 mains tu me le donneras. » Les fameuses 2 mains dont il était question dans sa promesse plus tôt. Alors Morgoth n'a pas d'autre choix que de lui céder les gemmes qu'il porte sur lui, une à une et de mauvaise grâce. Ungoliant les dévore aussitôt et leur beauté disparaît du monde. Plus énorme et plus sombre encore devient-elle, mais sa convoitise reste insatisfaite. « Tu ne donnes que d'une main, dit-elle, la gauche seulement, ouvre ta main droite. » Dans sa main droite, Morgoth serre les Silmarils, et bien que enfermé dans un écrin de cristal, il commence à le brûler, et sa main est crispée de douleur, mais il refuse de l'ouvrir. « Non, dit-il, tu as reçu ton dû, car c'est grâce à mon pouvoir placé en toi que tu as accompli ton œuvre. Je n'ai plus besoin de toi. Tu n'auras pas ces choses, ni ne les verras. Je les déclare miennes à jamais. » Bon, il rigole pas comme ça, mais j'avais envie de le faire. Mais Ungoliant a beaucoup grandi et lui-même est amoindri par le pouvoir qu'il a dépensé. Elle s'élève contre lui, resserrant sur lui son nuage et l'emprisonnant dans un lacis de bandes collantes pour l'étrangler. Morgoth pousse alors un terrible hurlement qui fait retentir les montagnes. Cette région est dès lors nommée Lamoth, car les échos de son cri ne la quittent jamais. Et toute la désolation résonne de voix transies d'épouvante. Ce cri, le plus grand et le plus horrible jamais entendu dans le nord du monde, fait frémir les montagnes, trembler la terre et fendre les rochers. Rien que ça. Imagine. Ouais. Dans la ville d'où je viens d'origine, près de Dinan, eh bien, il y avait une légende d'un cheval qui, transportant des enfants, échappant à je ne sais plus qui, 4 frères. avait frappé un rocher pour sauter au-dessus de. On parlait du chevalier Balard. C'est le rocher de Balard qui se trouve à Dinan. Il a tapé ce rocher, il y a un rocher qui est fendu en 2. Vous pouvez passer en dessous en voiture si vous voulez, il y a un moyen de passer, c'est à sens unique. Ouais, la légende dit que donc c'est ce cheval qui aurait cassé ce rocher en frappant dedans pour prendre son élan. Et bien là, on est sur un bruit qui fait encore plus de dégâts que ce cheval-là. Je vois bien Melkor après te lâcher un prodigieux juste avec ma voix. Ah non! On est beaucoup trop dans Harry Potter. Melkor, c'est la grosse dame en fait. On est en plein milieu de notre marathon. On a commencé samedi, on termine ce samedi qui vient. En fait, c'est ça, Morgoth, c'est la grosse dame, mais version gothique. Ouais. Il est tout aussi drama, il emmerde tout le monde, et il a une voix prodigieuse. C'est vrai. Il a une voix prodigieuse. Mais enfin, reprenons donc après ce cri, le plus grand, le plus horrible jamais entendu dans le monde en fait. Et dans les profondeurs oubliées d'Angband, les Balrogs, cachés dans des cryptes inexplorées par les Valar, entendent cet appel.
Tous se dressent et accourent. Traversant le Hitlum, ils s'abattent sur la motte tel un feu orageux. Alors là, c'est intéressant, on avait reçu une question, d'ailleurs, je vais m'adresser à toi directement, auditeur, qui nous avait envoyé une question par rapport à ça, qui nous demandait par rapport à l'apparence des balrogs d'origine, est-ce qu'ils avaient vraiment des ailes, est-ce qu'ils savaient voler, etc. Et en fait, je t'ai répondu que non, ils ne savaient pas voler parce que je pensais qu'il n'était pas fait mention d'ailes dans les chez les balrogs d'origine. C'est la théorie la plus... Enfin, normalement, la théorie acceptée, oui. Mais en fait, dans le texte du Silmarillion, il est dit que les balrogs volent jusqu'à Oui. Melkor. Et donc, Regardez la version anglaise. Il pourrait Ce serait intéressant de voir la version il pourrait anglaise. s'agir de... Il pourrait s'agir d'une façon de parler. J'avais déjà vu plusieurs vidéos Comme sur Internet, voler au secours de quelqu'un, ça veut pas dire que tu c'est vas comme avec Fly des ailes. You Fool dans le film. Je sais pas si c'est Ouais, aussi ouais. dans le livre, etc. Enfin, tu vois, tout ça fait plutôt pour référence potentiellement à une façon de parler, sachant que voilà, on dit qu'ils ont des ailes telles de la fumée ou des ombres, je crois. Donc ça, en fait, aussi quand on le décrit, Comme un spectre Doron's humanoïde ouais, mais quand entouré de flammes et d'ombres. Doron's Il y avait Bane dans d'ailleurs- la Moria, donc c'est une façon de parler. On dit qu'il a des ailes, mais en fait c'est cette énorme fumée qu'il a au-dessus de lui. Ce qui explique aussi le fait que les 3 balrogs sont morts à l'issue d'une chute. Enfin, les 3 balrogs qui sont morts à l'issue d'une chute. Donc en tout cas, voilà, et ces sujets à débat, ça peut être intéressant de creuser la question. Regardez effectivement la version anglaise, ce serait intéressant. Néanmoins, ils accourent, en volant ou en courant, je ne sais pas. Et de leur lanière de flamme, ils tranchent les filets d'Ungoliant, qui prend peur et s'enfuit, vomissant des vapeurs noires pour masquer sa fuite. Elle descend en Beleriand, s'attardant sous Eret Gorgoroth, dans le sombre val de Nan Dungorteb. Là, elle engendre des horreurs parmi les créatures arachnéennes déjà présentes, avant de disparaître dans les terres oubliées du sud. Certains disent qu'elle périt finalement, se dévorant elle-même dans une faim insatiable. Donc effectivement, par rapport à ces rejetons, évidemment, là, elle va mettre au monde plein de rejetons qui donneront plus tard Arachne que notre cher Sam et notre cher Frodon rencontreront. l'autre Mais- partie qui sera à Mirkwood. Ouais, tout à fait. Dans la Mais forêt il noire. y avait déjà certaines créatures arachnéennes, c'est Mhm. précisé là, auxquelles elle s'est accouplée, leur donnant Ah, probablement un pouvoir différent. Face au Balrog, je trouve qu'elle a vraiment, elle a disparu comme un étudiant qui sort d'un TD à Bruxelles en vomissant dans sa fuite. Ah non. Pour ceux qui ne savent pas, les TD, c'est les pires soirées étudiantes. Quel serait l'équivalent en France d'un TD? Ce serait Les soirée étudiante, ouais. où le sol colle et ça sent le vomi. C'est Voilà. c'est Ça- une ça doit être- description très brève, mais Ouais. très efficace. On a tout. On a l'odeur, on a la sensation, on y Ça est. doit être propre à chaque ville et chaque université. Donc, Peut-être que les tréfonds d'Angband ressemblent un peu à un C'est vrai TD. Peut-être ça Non, peut- je ça ressemble un imagine pas peu ça comme À la ça. Casa. à la petite Louvain-la-Neuve. casa à Louvain-la-Neuve, peut-être, qui sait. Pour les Français qui ont fait leurs études à Louvain-la-Neuve, si je dis la Casa, ça va d'un coup vous faire revenir. Un trigger. mon Dieu, mon Dieu. Ou si vous êtes déjà venu aux 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve, Ouais. on en parle comme si on était encore. On n'a jamais beau. été. Ouais, on a été à la Casa. Moi j'ai été à la Casa. Moi Je aussi. m'en souviens mais pas, hein, mais j'ai été. On m'a dit que j'avais été. On a été très peu, quoi. Peut-être que t'as été plus que tu ne le sais. en fait. C'est ça le problème. C'est possible. Malheureusement, c'est possible. Ainsi, les craintes de Yavanna ne se réalisent pas, les Silmarils ne sont pas engloutis, mais restent entre les mains de Morgoth. Ce dernier regagne les ruines d'Angband, où il rebâtit ses vastes cachots et souterrains. Sur ses portes, il érige la triple cime du Tangorodrim, donc des montagnes, enveloppée d'un voile de fumée sombre. Alors là, les hordes de ses serviteurs et démons deviennent incalculables en nombre, et la race des orques croît et se multiplie dans les entrailles de la terre. L'ombre descend sur les Beleriand, plus noire que jamais, et Morgoth forge une couronne de fer, y enchasse les Silmarils et se proclame roi du monde, rien que ça. Mais les joyaux bénis brûlent ses mains à jamais, laissant ses paumes noircies et son esprit consumé par la douleur. Beau programme, et voilà en tout cas tous les résultats de la guerre précédente qui avait emprisonné Morgoth réduits à néant. Finalement, il revient, il fait pire. C'est super. Tout est gagné. La couronne de fer de Morgoth ne quitte jamais sa tête, bien que son poids lui devienne une mortelle lassitude. Il demeure dans les profondeurs de sa forteresse au nord, n'en émergeant que rarement. Une seule fois en secret et pour une brève période, il quittera son domaine. À l'exception de ce moment, il gouverne ses armées depuis son trône septentrional et ne portera les armes qu'une seule fois durant tout son règne. Et ça, on le verra plus tard, à l'occasion d'un affrontement, pour le coup, très épique. Un détail d'ailleurs, j'en profite parce que ça m'y refait penser. Le fait que la couronne soit trop lourde pour sa tête, c'est un détail que pas mal d'artistes, donc en cherchant des illustrations pour les épisodes qu'on poste sur YouTube,
J'ai regardé pas mal d'illustrations de Melkor ou de Melkor face à Luthien, qui viendra bien plus tard dans le Silmarillion. Et c'est un détail, je trouve, que pas mal d'artistes ont retenu et ont respecté. Le fait qu'il a souvent, quand il est représenté sur son trône, la tête qui penche un petit peu. On le voit rarement, tête droite, fière et souvent penché presque comme s'il était en train de somnoler avec le poids de sa couronne des Silmarils. Après, si tu regardes des illustrations où il est avec Luthien, Ça, c'est normal aussi, vu qu'elle l'ensorcelle Ouais. fatalement. Mais même, parfois, quand il est solo, je trouve que c'est assez amusant de voir que les gens ont retenu ce détail. Il avait peut-être un bon chiropracteur aussi, hein, donc peut-être qu'il passe selon- Un bon ostéo. Qui l'a fait craquer. Morgoth qui appelle ça. Gourgoroth, appelle mon ostéo. Je commence à avoir mal. Oui, maître. Gorgoroth, toujours là pour servir son maître. Cela vous fait-il du bien, maître, quand je mets mon pouce à cet endroit? Tais-toi, Gorgoroth. Tu m'énerves. Détends-moi. Et remets un peu d'huile chaude, s'il te plaît. J'aime quand tu m'enduis d'huile, Gorgoroth. Et alors là, je dis au Balrog, arrêtez de faire ça, faites ci. Et là, il m'écoute pas. Et soit disant que je suis pas un bon chef. Oh, pauvre ouais. maître. Pauvre maître. Votre vie est si dure. Encore un petit peu de chocolat chaud. Un petit peu, mais apparemment, je dois faire un petit peu attention. Donc, Non, vous êtes très beau, maître. Et si vous enleviez cette grande couronne qui vous épuise? Non. Elle représente ma puissance, Gorgoroth, ne le comprends-tu pas? Oh oui, vous êtes très puissant, mon maître. Très viril, bravo. oh, merci, merci. Oh, c'est marrant que t'es là. On tient quelque chose. Amazon, Tes lèvres, On est là pour Gorgoroth. vous. Pardon. Tout Elles sont tout si... fa. toujours un pied trop loin. Comme disait Sam, hein. On met un pied Comme devant Féanor, l'autre et on ne un sait pas où pied va trop finir loin. la blague. Ouais, c'était bien. Évidemment, tout ça n'est pas canon. Non, c'est vous y me- c'est notre me fanfiction. sur Mais laquelle nous sommes Gorgoroth en train était de- canon, En apparemment. train de travailler. En tout cas, revenons. Revenons-en. Si on y arrive. On est obligé de mettre un petit peu de légèreté. On est Bah dans les oui, tréfonds oui, oui. des C'est forteresses Noël, c'est Noël, donc de allons-y. Tumno. Donc revenons à Morgoth pour qui sa haine, plus féroce encore qu'au temps d'Utumno, le consume. Il consacre tout son esprit à dominer ses serviteurs. Bah tiens, il y a un certain Gorgoroth avec. Et elle leur insufflé le désir du mal. Voilà, bon, on a compris. Pourtant, sa majesté de Vala demeure, bien qu'elle inspire désormais la terreur. Quiconque ose l'affronter, hormis les plus grands, est plongé dans un gouffre de ténèbres et d'effroi. Voilà, un gouffre de ténèbres et d'effroi. Eh bien. Lorsque les Valar apprennent que Morgoth a fui Valinor et que la poursuite a échoué, ils restent longtemps assis dans les ténèbres de l'anneau du destin. Les Maillards et les Vanyards pleurent à leur côté. Les Noldor, eux, retournent pour la plupart à Tirion, où ils déplorent le crépuscule qui envahit leur cité. On dirait pas Tyrion à partir de Tyrion, on peut dire maintenant. Tyrion, ouais, peut-être mieux. Donc, ils retournent pour la plupart à Tirion, où ils déplorent le crépuscule qui envahit leur cité. À travers le Kala Syria s'insinuent les brumes des mers ombreuses. Donc le Kala Syria, si vous vous souvenez, c'est la brèche qui a été faite dans les Pélories, dans cette montagne, dans cette chaîne de montagnes, pour amener de la lumière sur l'île des Téléries. La lumière de feu, les arbres. Oui, l'ancienne lumière des arbres. Maintenant, ils n'ont plus rien, par les petites étoiles. Et c'est pour ça d'ailleurs que donc maintenant on dit que à travers cette brèche s'insinuent les brumes des mers ombreuses, puisque maintenant c'est l'inverse, c'est les brumes de la mer qui viennent dans le Valinor, en fait, enveloppant les tours d'un manteau de brouillard. Seul le fanal de la Mindon, cette tour qui avait été dressée là, brille faiblement dans cette obscurité. C'est dans ce climat de désolation que Féanor, malgré son bannissement, surgit à Tirion et convoque les Noldor à Tuna, dans la haute cour du roi. La sentence qui pèse sur lui n'est pas levée, mais il défie les Valar ouvertement. Une grande multitude se rassemble sous la lueur des torches. La colline et les escaliers qui y mènent resplendissent des flammes que chacun tient à la main. Féanor, maître des mots, fait alors un discours dont les Noldor se souviendront à jamais. Ses paroles sont dures et implacables, pleines de colère et d'orgueil. « Pourquoi, ô gens des Noldor, clame-t-il, pourquoi devrions-nous servir plus longtemps les Valar jaloux, qui ne peuvent nous garder non plus que leur propre royaume, de l'ennemi qui les tourmente? Eh bien, qu'ils soient désormais leur adversaire, eux et lui ne sont-ils pas d'une même espèce ? C'est la vengeance qui m'amène, mais, vengeance ou non, je ne saurais demeurer plus longtemps en ce pays, auprès des parents de qui a aussi mon père et m'a ravi mon bien. Or, je ne suis pas le seul brave dans tout ce peuple de braves. Et ne pleurez-vous pas à tous la perte de votre roi? Que n'avez-vous perdu aussi, muré dans cette terre étroite entre les montagnes et la mer? Longtemps fut ici la lumière, qu'à la terre du milieu les Valar refusaient. Mais voici que les ténèbres ont nivelé le tout. Languirons-nous ici éternellement, endeuillés et oisifs, peuple de l'ombre et de la brume, à verser des larmes stériles dans la mer ingrate? Ou rentrerons-nous dans notre terre natale? À Cuivienen,
L'eau rendait un son doux, sous les étoiles sans nuages, et autour étaient de vastes contrées où un peuple libre put marcher. Elles y sont encore et nous attendent, nous qui, dans notre folie, les avons délaissées. Allons, laissons aux lâches cette cité. Longtemps, Fëanor parle, répétant les mensonges de Morgoth, selon lesquels les Valar retiennent les Noldor captifs pour céder la terre du milieu aux hommes. Ces paroles attisent la colère et le désespoir de son peuple. Beaucoup entendent alors pour la première fois parler des seconds, les hommes, et leur cœur se tourne vers la conquête. Quelle belle fin ce sera, crie Fëanor, mais la route sera longue et ardue. Dites adieu aux servages, mais dites adieu aussi au confort, adieu aux faibles, adieu à vos trésors. Nous en aurons bien d'autres. Ne vous encombrez pas, mais prenez vos épées, car nous irons plus loin qu'Oromé, peinerons plus longtemps que Tulkas. Jamais nous ne lâcherons la poursuite. Sus à Morgoth jusqu'aux confins de la terre, apportons-lui la guerre et une haine immortelle. Mais quand nous aurons triomphé et reconquis les Silmarils, alors nous, et nous seuls, serons seigneurs et maîtres de la lumière immaculée, de la beauté et de la félicité d'Arda. Aucune autre race ne nous évincera. Ce discours, rempli d'orgueil et de vengeance, enflamme les Noldor. Ils se préparent à une marche funeste, attirés par l'éclat des Silmarils et les promesses d'un futur glorieux, sans voir que cette quête les mène vers des ténèbres plus profonds encore. Quel discours! Ah ouais, Quel discours! Eh bien, notre cher Féfé. un discours plus pour le coup vraiment légendaire qui va mener donc tout ce peuple à une guerre terrible. Légendaire et Allons-y. pourtant empreint de mensonges. Enchaînons sur tous ces drames noldoriens, comme je le disais, qui s'annoncent. Donc, c'est donc maintenant que Fëanor va prononcer son terrible serment, suivi de ses fils, Maedhros, Maglor, Celegorm, Curufin, Carantyr, Amrod et Amras, le tout en prenant Manwë et Varda comme témoins. Serment imbrisable, au risque de grands malheurs, ils promettent donc de poursuivre toute créature en possession d'un Silmaril. Ce serment ne fait pas l'unanimité, au contraire, beaucoup en ont peur, dont Fingolfin et son fils Turgon. Les épées sont presque tirées avant que Finarfin ne calme le jeu, demandant à ne rien faire dans la précipitation. Son fils, Finrod, soutient malgré tout Fingolfin et Turgon, alors que sa fille Galadriel est impatiente de partir, sans pour autant prêter serment. Mais les paroles de Fëanor rappelant les terres du milieu ont touché son cœur et elle veut y fonder son propre domaine. Fingon, frère de Turgon et fils de Fingolfin, pense comme Galadriel, ainsi que les deux derniers frères de cette dernière, Angrod et Aegnor, mais qui restent muets pour ne pas parler comme leurs frères. Alors, on va faire un petit récap. Ça faisait beaucoup de noms, effectivement. Ouais. C'est gentil de reprendre le temps. En résumé, je vais rappeler aussi que Finarfin et Fingolfin sont donc les deux demi-frères de Fëanor. Donc eux deux sont frères. Et on va donc parler ici de leurs fils et filles à chacun. On peut même dire qu'ils sont frères, hein, pour faciliter le truc dans l'absolu. Oui. Tu vois. Enfin, Mais c'est des effectivement, tu as frères de raison, Fëanor, Fingolfin mais et eux Finarfin deux sont frères. demi-frères avec Fëanor. Et donc on va parler en fait de plein de personnes qui sont issues donc de deux familles, mais qui sont cousins, quoi. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, je vous remettrai encore un schéma qu'on vous a déjà mis dans les précédentes Ouais. vidéos, où vous voyez très J'en ai bien un les petit, généalogies, ouais. les enfants de la lignée de Fëanor et les familles du côté de Finarfin et Fingolfin. À force, ça va finir par rentrer. Donc en résumé, Finarfin et Fingolfin sont les demi-frères de Fëanor. Chez Finarfin, Galadriel, Angrod et Aegnor veulent aller en terre du milieu, mais pas Finrod. Chez Fingolfin, lui et son fils Turgon s'indignent du serment de Fëanor, alors que Fingon veut aller en terre du milieu. Et on ne parle pas d'ailleurs de... Il reste deux, en fait, il reste Argon et Aredel, en tout cas, dans d'autres écrits qui ne sont ici pas mentionnés. Donc voilà, comme je le disais, on va essayer de faire un petit schéma correct. Deux pères, leurs fils et filles, et en fait, qui sont cousins, et en fait, il y a juste chez certains et chez d'autres une partie qui veulent aller en terre du milieu, et une autre partie dans les deux familles qui veulent rester, tout simplement. Beaucoup ne sont pas fans de Fëanor, mais sont émus par ces paroles qui leur donnent envie d'aller voir la terre du milieu et contre les conseils de Finarfin. Une bonne partie des Noldor sont prêts à partir. Les fils de Fëanor préparent alors le voyage, poussés par leur père, car il a peur que les gens se déchauffent. Les Valar n'osent rien dire, de peur d'être accusés de les retenir prisonniers. Et fatalement. Observant de loin et pensant que Fëanor n'arriverait jamais à garder tout le monde avec lui.
C'est un peu comme quand tu veux créer un groupe pour faire des vacances avec des potes sur Facebook. Et toi, tu es plein d'entrain, tu as déjà cherché 4 logements possibles, tu proposes plein de dates, et tout le monde est chaud, et puis tu n'as plus de réponse. Tu as la moitié des gens qui répondent pas au sondage, et puis 2 mois après, tu es là, bon, les gars, ouais, non, ouais, je suis chaud. Mais c'est un peu, Et tu c'est un perds peu tout le la monde au peur passage. c'est clairement un peu la peur de Fëanor. Hein. Il est un peu en mode allez go. Que sa parce que croisière si de on part pas retour tout de ne suite. s'organise pas. Ce qui ne tarde pas, je disais, car les Noldor veulent partir, mais pas spécialement avec Fëanor comme roi. Fingolfin et ses fils étant plus aimés, divisant ainsi les habitants de Tirion en 2 armées dont le plus grand nombre est avec Fingolfin, qui, je le rappelle, ne voulait même pas partir, mais est poussé par Fingon, son fils, et n'a pas envie de perdre son peuple ou de les abandonner à la témérité de Fëanor. Tu m'étonnes, donc il est un peu en mode... Vaut mieux que ce soit avec moi qu'avec lui. Voilà, sachant qu'ailleurs que 90% des Noldor partent en Terre du Milieu. Finarfin les suit pour les mêmes raisons, mais avec une répugnance encore plus grande. Les 10% restants restent par amour des Valar ou de Tirion et de ce qu'ils y avaient construit. Donc là, il y a plusieurs personnages qui sont en mode moi je pars pas avec ce fou, j'ai pas envie de quitter ma maison, mais en fait tout le monde se barre. Et donc tu fais j'ai pas envie de quitter ma maison, non reste, okay. Bon je suis tout seul. Attendez-moi, D'autant plus que Fingolfin, comme on le disait en début d'épisode, lorsqu'il se retrouvait en Valinor avec Fëanor, juste avant que Melkor et Ungoliant ne détruisent les arbres, il a quand même serré la main en disant bon, c'est réglé entre nous, et où tu iras, je te suivrai. Donc ça ferait un peu mauvais genre si dès le premier problème, déjà il se rétracte. Donc il n'a pas vraiment le choix, malheureusement, il a un peu parlé vite, et donc voilà, malheureusement sa parole va s'avérer. C'est seulement aux portes de Tirion qu'un messager de Manwë arrive. À la folie de Fëanor, seul je n'opposerai que ce conseil. N'allez pas plus loin. Ce jour est funeste, et votre route mène à des souffrances que vous ne pouvez voir. À cette quête, les Valar ne vous aideront en rien, et en rien non plus ils ne veulent vous empêcher. Libre vous êtes venu, libre vous êtes de partir. Mais toi, Fëanor, fils de Finwë, ton serment te condamne à l'exil. Dans la souffrance, tu comprendras les mensonges de Melkor. Il est Valar, dis-tu. Alors tu as juré en vain. Car jamais en ce monde tu ne pourrais abattre aucun Valar, même si Eru, que tu as invoqué, te faisait 3 fois plus grand que tu n'es. Mais Fëanor rit et s'adresse aux Noldor. Ainsi, alors ce grand peuple enverrait en exil l'héritier de son roi et ses fils et retournerait à ses chaînes. Mais à ceux qui veulent me suivre, je dirais seulement, on vous prédit le malheur. Mais ne l'avons-nous pas connu ici ? Au pays d'Aman, nous sommes tombés du bonheur à la peine. Et maintenant, nous faisons un nouvel essai. À travers le malheur, nous trouverons la joie, ou du moins la liberté. Puis, il se tourna vers le messager de Manwë. Rapporte ces mots à Manwë Sulimo, le grand roi d'Arda. Si Fëanor ne peut abattre Morgoth, lui au moins ne recule pas devant l'assaut, et ne reste pas immobile à pleurer. Et il se pourrait qu'Éru m'ait embrasé d'une force plus grande que tu ne crois. J'infligerai en tout cas de telles blessures à l'ennemi des Valar que les seigneurs du cercle du destin en seront frappés de stupeur. Oui, eux-mêmes à la fin me suivront. Adieu. Le mec a un petit ego, quoi. Little Dickeneck, quoi. Enfin, même Big Dickeneck, quoi. Après, il a une sorte d'esprit saint, de flamme en lui, donc ça peut se comprendre. Ouais, mais... Non, mais c'est vrai que c'est clairement... On faisait la blague de Trump tout à l'heure, en fait. C'est plutôt lui, le Trumpiste. Et moi, je me suis dit, je vais garder ça pour plus tard, mais pour moi, c'est un peu lui, le Make Middle-earth Great Again, retournons là-bas, moi, je suis le meilleur, je suis plus grand. Et c'est vrai que, voilà, après, il n'en reste pas moins dans toute sa splendeur. Hein, mais... La voix de Fëanor est si forte que même le messager des Valar s'incline, et les Noldor sont subjugués et continuent d'avancer, la maison de Fëanor en tête et sans jeter de regard en arrière sur Tirion ou Tuna. Contrairement à ceux qui ferment la marche, Finarfin et Finrod, ainsi que beaucoup de nobles et de sages qui se retournent souvent pour voir la belle cité qu'ils abandonnent, jusqu'à ce que la lampe de Mindon, Eldaviella, se perde dans la nuit. Fëanor mène les Noldor vers le nord, car son premier but est de retrouver Morgoth, mais il comprend tard que cette foule ne survivrait pas à une telle distance et décide alors de persuader les Teleri, amis des Noldor depuis toujours, de se joindre à eux. Mais ces derniers sont insensibles à ces discours. Ils regrettent le départ de leurs frères et amis, mais veulent plutôt les dissuader que les aider. Ils ne veulent leur prêter aucun navire, ni leur venir en aide pour en construire, du moins contre la volonté des Valar. Et Olwë, prince d'Alqualondë, n'avait jamais prêté l'oreille à Morgoth, et reste confiant en la capacité des Valar à réparer ses torts. Et fidèle.
Ceux qui sont le plus sensés en tout cas. Après, ils n'ont pas vécu ce qu'ont vécu les autres, fatalement, en Valinor même. Non. Ils n'ont pas vu la destruction des arbres, et ils n'ont pas été confrontés à cette ombre Des terrible. tours. La destruction des tours, tu veux dire. Non, des arbres. Les du Valinor. arbres, enfin, d'un coup, la lumière. Oui, certes, mais je veux dire, ils s'arrêtait, n'étaient pas à côté, ils Non, n'ont non. pas vécu Et en fait, la ils- terreur qu'ont vécu ceux qui étaient vraiment tout proches du lieu. Et Morgoth n'avait pas été leur emberlificoter l'esprit, Ça. si je puis dire, parce qu'il les trouvait trop faibles. Ouais. Ils ont été un peu préservés de toutes ces manigances et tout ce qui se passe mal en Valinor depuis quelque temps. Fëanor répond donc foudrage. Vous reniez ainsi notre amitié, même en temps de besoin. Vous fûtes pourtant heureux d'accepter notre aide quand vous avez fini par arriver sur ces côtes, traînards au cœur faible et aux mains vides. Vous seriez encore dans des huttes sur la plage si les Noldor n'avaient pas creusé votre port et construit vos murailles. Ouais, d'accord, ouais. C'est clairement un Trumpiste. Quand même. C'est le Trumpiste par excellence. Le prime Pire que Trumpiste. Trumpiste, en fait. Est-ce que c'est pas plutôt Trump qui s'est basé sur Fëanor tu vois C'est une version des premiers colons européens. Tu sais, vraiment, Olwe lui répond « Nous ne régnons pas l'amitié, mais ce peut être le rôle d'un ami de s'opposer à la folie de son frère. » C'est ce que j'arrête pas de dire à Cyril. Et quand les Noldor nous accueillirent et nous aidèrent, tu parlais autrement. Nous devions alors demeurer toujours ensemble au pays d'Aman, comme des frères dans des maisons voisines. Quant à nos blancs navires, ce n'est pas vous qui nous avez donnés. Ce ne sont pas les Noldor qui nous ont appris à les faire, mais les seigneurs de la mer. Nos mains ont travaillé la blancheur du bois, nos femmes et nos filles ont tissé la blancheur de nos voiles. C'est pourquoi ni alliance ni amitié ne nous les feront vendre ni donner. Car je te le dis, Fëanor, fils de Finwë, ils sont pour nous ce que les joyaux sont aux Noldor. Ils viennent de notre cœur, et nous n'en ferons plus de pareil. C'est joli leur parallèle entre... Au final, les Silmarils, enfin pour eux, c'est leur Silmaril à eux. Si on les casse, si on les détruit, ils vont en mourir presque. On peut refaire d'œuvres aussi magnifiques. Et pour rappel, du coup, le Olwe, le roi des Teleri, c'est bien celui qui a remplacé Elwë, alias Thingol, parce qu'il était figé avec Mélian. Il se tenait la main en Terre du Milieu, et ils ont passé pas mal d'années comme ça, se tenir la main. Tenir la C'est main, bien c'est une jolie formule de Tolkien. Oui. Hein. Empreint de poésie, en tout cas, pour dire ce qui a dû se passer pendant quelques années quand même. Tu restes pas des années comme ça dans une forêt en se tenant la main. hein. Bah, que ce soit l'un ou l'autre, en tout cas, endurant, ça, quoi. J'y pense maintenant, mais ça me fait un peu penser. Je suis désolé, c'était le mois dernier qu'on parlait de ça, mais ça me fait un peu penser à. Je crois que c'est Ulysse dans l'Odyssée qui un jour, quand il revient, il y a deux choses. Je crois qu'il trompe sa meuf avec une nana sur une île et il se la fait pendant un an. Mais ce à quoi je pensais, c'est quand il revient, Pénélope l'attend et ils font l'amour pendant des jours et des jours, parce que Pénélope, elle étire le temps, je pense, dans la légende. Elle étire le temps pour qu'ils fassent l'amour pendant des jours, des mois même, pour pas que ça s'arrête. Donc il y a un délire comme ça. Je crois qu'il y a quelque chose de similaire aussi dans le livre L'Enchanteur de Barjavel. C'est comment qu'on fait Qu'est-ce que t'as un bic, tu as un Avec ton bic périnée, tu dois. Dans L'Enchanteur de Barjavel, je crois qu'il y a une description un peu similaire, une transposition de l'acte sexuel de manière plus poétique. Je pense que c'est vers la fin du livre, avec Merlin, qui veut consumer sa relation avec... Je n'ai plus le nom, ça fait longtemps que je l'ai lu. Et dans mon souvenir, la fin du livre, c'est quand il peut enfin trouver l'autre fée, sorcière, qui est assez connue, mais dont j'ai oublié le nom. Et qu'aussi, ils vont si je me souviens bien, être dans une forme d'osmose, une description très poétique. En fait, ils ne font plus qu'un, quoi. Parce que pour le coup, j'ai l'impression que chez Tolkien, on pourrait y voir ça, mais je pense Non, que mais il est ce n'est pas... En tout cas, il le dira jamais clairement, c'est certain. En tout cas, pour les enfants, la version, c'est ils se tiennent la main pendant pas mal d'années, et pour les autres... C'est Pénélope et Ulysse. Voilà. Ah, et Fëanor dit « Pardon, j'étais pas bien, désolé. » Voilà, allez, tout le monde au lit. Mais donc, revenons à Olwe. Les enfants sont partis, on reprend. Donc, après notre refus d'obtempérer de Olwe, Fëanor rassemble son armée dans l'obscurité et se rend au port des Cygnes et s'empare des navires alors que les Teleri résistent et jettent à la mer un grand nombre de Noldor. Les épées sont sorties et un combat féroce commence. 3 fois les Noldor de Fëanor sont repoussés, mais aidés par l'arrivée de Fingon avec l'armée de Fingolfin, ils prennent le dessus, sans même savoir pourquoi était le combat. Certains ont même pensé que les Teleri voulaient les empêcher de partir sous ordre des Valar. Olwe a bien demandé de l'aide d'Ossé, mais les Valar ne veulent pas stopper les Noldor par la violence. À la force du désespoir, les Noldor gagnent le combat face à des Teleri moins nombreux, armés uniquement d'arcs et de flèches légères.
Les Noldor naviguent, enfin donc voilà, surtout le fameux massacre. fratricide, horrible moment où tous ces elfes ont péri, presque pour rien qu'on se le dise, Massacrés par leurs frères. Quoi. massacrés par leurs frères et amis. Et cette disproportion aussi dans les armes, c'est ce qu'on vous évoque depuis le précédent chapitre, précédent épisode même, où les Noldor façonnaient ils façonnaient déjà des armes pour le plaisir, enfin pas pour le plaisir, ils façonnaient divers objets pour le plaisir. Et suite au mensonge de Melkor qui se répandait en Valinor, ils ont commencé à forger des armes qu'ils gardaient pour eux, non pas juste pour le plaisir de créer, et qu'ils conservaient secrètement avec des blasons, des écussons décorés des armoiries de leur propre maison. Donc ça aussi, on voit un peu la finalité de toutes ces armes qui ont été créées. Elles servent fatalement à prendre le dessus sur les Teleri. Mais c'est ça qu'eux en fait n'ont que des arcs et des Pour flèches chasser, pour potentiellement. chasser, et donc tu te dis quand même qu'au début ils sont en mode ah non Noldor pas gentil, et ils les poussent à l'eau et ils font allez stop, arrêtez d'essayer de voler nos bateaux là, allez, et puis tout d'un coup une épée d'1,5 m blinquante Ça calme. Hein. réalisée par les meilleurs forgerons de Fëanor, et tu fais ah on n'était pas potes à la base. Voilà, et d'ailleurs j'ai une petite parenthèse en parlant d'armes. Je pense que ce sont les armes que Gandalf trouve dans le Hobbit, c'est ça, dans la grotte. Non, pas encore. Pas encore. Mais du coup, ils vont chez Elrond ou je ne sais plus où, et il y a un elfe qui analyse ces armes et qui dit ah ce sont des magnifiques armes, elles ont été faites à Gondolin, ou est-ce que C'est Gondolin. Ok, c'est ça. En tout cas, ce L'épée que de trouve- Gandalf, c'est une épée Gondolin. de Gondolin. D'ailleurs, Cyril nous avait fait tout un récit de Gondolin Oui, il très y a bien. longtemps dans un de nos anciens épisodes du podcast consacré au Seigneur des Anneaux. Où on avait eu tout le récit de la chute de Gondolin. On y On vous reviendra refera pourtant. évidemment dans le Silmarillion, ça en fait partie. C'est cadeau. Va. Pour expliquer d'où venait son épée. L'épée tueuse de Balrog, si je me souviens bien, c'était l'épée de Turgon. Tout à L'épée de fait. Turgon, qui est déjà là. Hein. Ah ouais, donc carrément. Ouais. Et, c'est une épée qu'il utilisera qui sera forgée à Gondolin et qu'il utilisera dans des guerres énormes où il va massacrer des. Mais je me trompe, c'est pas l'épée tueuse de Balrog, mais c'est Non, une c'est- elle épée est importante. tueuse en tout cas. d'orques. Non, tueuse d'orques, Tueuse oui. d'orques, c'est ça. C'est pour ça que les orques dans les Hobbits, en la voyant, sont Exactement. Mais voilà, l'idée est là, mais du coup, ce ne sont pas des armes légendaires de Gondolin qui ont été forgées à Valinor, elles ont été forgées Gondolin. à Gondolin. Ouais, ouais. Ah, on vérifiera, hein, parce qu'on est un peu dans le... Mais je voulais en reparler de ça, justement, parce que je me suis dit, tiens, peut-être que ces fameuses armes, enfin, soit qu'il y avait un lien entre les deux. Tout ça pour dire que les Noldor naviguent alors longeant les côtes vers le nord, alors que, à cause des pleurs d'Uinen, la mer se déchaîne et beaucoup de bateaux coulent et des elfes sont noyés à nouveau. Donc c'est vraiment... Donc une Maillard qui fatalement est triste parce que son peuple préféré vient de se faire décimer. Quoi. C'est la compagne d'Ossé. Ossé qui est le Valar. Non, Maillard. Maya, pardon. Le Maya, pardon, qui déchaîne des tempêtes et qui n'est pas spécialement apprécié des marins, pas détesté en tout cas, mais ils ne lui font pas confiance et c'est celui qui était le plus proche Et c'est justement de Melkor, Morgoth. Teleri. qui a failli changer de camp. Mhm. Et c'est pour ça que les marins, généralement, implorent Winen pour calmer les mers quand Ossé est un petit peu en mode bloup, bloup. Mhm. Et donc voici le fratricide, le massacre fratricide d'Alqualondé, raconté dans une complainte appelée Noldolante, la chute des Noldor, que composa Maglor avant de disparaître. Maglor, donc l'un des fils de Fëanor, qui sera l'un des deux derniers à rester en Terre du Milieu avant de un peu disparaître. Hein. Comme on le disait, leurs âmes vont un peu se perdre. Mais on y reviendra, je pense que c'est plus tard, mais on a des informations sur... Si mon souvenir est bon, Maglor, on va encore le revoir dernièrement dans ce qui concerne la 5e bataille, la bataille des larmes nombreuses, où ça va être un peu la déroute pour tous les peuples humains et elfes, qui vont se faire décimer, défoncer, éparpiller par les forces de Morgoth. Ça va être une victoire écrasante. On va arriver après à ce moment-là de l'histoire sur Túrin, Húrin, Tuor. Et Maglor, à ce moment-là, si mon souvenir est bon, il va un peu disparaître au final dans toute cette cacophonie, dans toute cette débandade de toutes les troupes. Et il va disparaître. On n'a plus de nouvelles de lui après ce moment-là. Moi, je pensais qu'il était mort. J'avais même oublié en fait qu'on avait noté que c'était un des derniers elfes notables dont on ne connaît pas le destin ou l'issue. Il y a ces deux derniers fils qui vont avoir... Il y en a un des deux qui va avoir un Silmaril, je crois, qui va plonger en mer avec, ou qui va le c'est à vérifier, je peux pas affirmer Ouais, là, comme ça. je À vérifier. Tu n'es pas À de ça vérifier. Non, je sais plus. Ah, c'est peut-être dans la lecture, en fait. J'ai l'impression qu'on en avait déjà parlé en épisode, mais ce sera peut-être plus loin dans
En tout cas, on en a déjà parlé souvent. Oui, sûrement. Mais c'est surtout qu'on va avoir des informations un peu plus loin ici sur qu'est-ce qui se passe si les elfes restent en Terre du Milieu, et ça, on en avait en effet déjà parlé. Les Noldor donc continuent leur route par la mer et par la terre pour enfin arriver aux confins du royaume des Valar, où une silhouette noire se tient en haut d'une montagne que certains pensent être Mandos lui-même. Vous pleurerez des larmes sans nombre, et les Valar fortifieront Valinor pour vous enfermer au dehors, afin que même l'écho de vos plaintes ne franchisse plus les montagnes. La colère des Valar s'étend de l'est à l'ouest sur la maison de Féanor, et elle touchera tous ceux qui les suivront. Leur serment les entraînera, les trahira ensuite, et leur fera perdre jusqu'au trésor qu'ils avaient juré de poursuivre. Tout ce qui commence bien finira mal, et à la fin viendra des trahisons entre les frères, et la peur d'être trahi. Pour le sang, vous verserez le sang, et au-delà d'Aman, vous marcherez sous l'ombre de la mort. Car si Eru ne vous a pas destiné à mourir de maladie en ce monde, vous pouvez être tué, et la mort s'abattra sur vous, par les armes, la souffrance et le malheur, et vos esprits errants devront alors se présenter devant Mandos. Et là, vous attendrez longtemps. Vous regretterez vos corps perdus en implorant miséricorde. Croyez-vous trouver de la pitié? Croyez-vous que ceux que vous avez tués intercéderont pour vous? Et pour ceux qui n'attendront pas le trône de Mandos et resteront sur les terres du milieu, le monde deviendra un fardeau qui les affaiblira. Ils ne seront plus que les ombres d'un regret quand viendra la race plus jeune. Donc voilà, c'est à ça que je fais référence. Alors que beaucoup ont peur, Féanor surenchérit. Nous n'avons pas fait ce serment à la légère et nous le tiendrons. On nous menace de grands maux. La trahison n'est pas la moindre, mais il n'est pas dit que nous aurons à souffrir de la lâcheté ou de la peur des lâches. Alors je dis que nous allons continuer, et j'ajoute ces mots à la prophétie. Les exploits que nous allons accomplir seront chantés sur Arda jusqu'à la fin des temps. Finarfin et beaucoup d'anciens font demi-tour et reçoivent le pardon des Valar. Le demi-frère de Féanor gouvernera les Noldor restants, mais il regrette ses fils qui ont continué le voyage poussés par la volonté de Féanor, la peur des Valar et aussi l'envie un peu d'aller au bout de cette mission qui leur a été donnée. Il y a une espèce de légère fierté chez eux. Voilà, je peux comprendre On aussi. va au bout. On va au bout, même si on fait quand même de la merde. Mais... Les Noldor arrivent à El Karaché, grand pays de glace qui, au nord, s'incurve vers l'est, et les côtes de la terre du milieu, que seuls les Valar et Ungoliant avaient osé franchir. Dans le brouillard et le froid, Féanor réfléchit à la marche à suivre, alors que beaucoup regrettent déjà d'être là, surtout ceux qui suivent Fingolfin. Féanor, qui entend ces murmures, prend conseil avec ses fils. Il leur faut passer par la glace, qui semble infranchissable, ou en navire, mais il n'en reste plus beaucoup de ceux volés aux Teleri, et comme ils ne pourraient pas tous passer en même temps, ils décident de trahir tout le monde, et de voler la flotte dont ils avaient évidemment gardé le contrôle depuis la bataille. Comme c'est étonnant. Ah bah tiens. La mer étant plus étroite, ils mettent le cap à l'est et bifurquent vers le sud en arrivant sur la terre du milieu sans perte, à l'entrée du Drengist, le bras de mer qui traverse Dor Lomin. Maedhros, fils de Féanor et ancien ami de Fingon, demande à son père qui va retraverser pour ramener les navires aux autres, et Féanor lui répond Personne. Aucun et personne. Ce que j'ai laissé derrière moi, je ne le compte pas à perte. Ils se sont révélés des fardeaux inutiles. Que ceux qui ont maudit mon nom les maudissent toujours. Qu'ils aillent mendier leur retour dans les cages des Valar. Que ces navires brûlent. Maedhros s'écarte, mais Féanor ordonne qu'on mette le feu aux blanches nefs des Teleri, les plus beaux navires jamais créés, alors que Fingolfin observe depuis l'autre rive et comprend qu'à leur tour, ils ont été trahis. Première conséquence du massacre et début de la chute des Noldor. Fingolfin est remonté et veut retrouver Féanor coûte que coûte. Il erre alors en Araman, ce grand désert avant le El Karaché, ce qui rend son fier peuple plus fort et endurant. Et enfin, Fingolfin et ses fils, Finrod et Galadriel, traversent l'El Karaché et le chaos des glaces, plus grand exploit que les Noldor n'auront jamais fait d'ailleurs. C'est là d'ailleurs que va périr Elenwë, épouse de Turgon, et malheureusement beaucoup d'autres. Aucun des survivants n'ont d'amour pour Féanor, et leur premier acte en terre du milieu est de sonner les trompettes de guerre. On peut comprendre pourquoi. Ils se sont tapés tout un désert de glace à traverser. Ils ont été abandonnés par celui qui n'avait pas vraiment envie de suivre, mais qu'ils ont tout de même suivi par serment et par certaine solidarité, on va dire. C'est ça que je disais au début de l'épisode. Féanor, là, c'est
je sais pas si c'est les malédictions qui ont été posées sur lui et son exil, les malédictions du fratricide, etc. Mais t'as quand même, malgré ce qui s'est passé, sa peur de Melkor qui machin, depuis que les arbres, enfin les Silmarils ont été volés, cette descente aux enfers. Mais après, voilà, c'est vrai que je peux comprendre que lui, sa volonté première, c'est de récupérer les Silmarils, donc ça le met hors de lui. Mais c'est quand même, sur le chemin, c'est de trahison en trahison, de meurtre en meurtre, même ses frères, presque et incompréhensible. ses frères de sang d'ailleurs, il les trahit. Tous les mauvais choix, il les fait. Je trouve que c'est presque incompréhensible parce que il tue tous les Teleri. Fingolfin arrive derrière et je le rappelle, en fait, Fingolfin va participer au massacre fratricide parce qu'il ne comprend pas la nature de la bataille qu'il y a entre les Teleri et Fëanor. Il arrive en pleine bataille. Parce que Fix nous disait, c'est un peu chaotique à ce moment-là. Ils ne savent pas ce qui s'est passé, mais ils suivent le Fëanor, se disant qu'il doit y avoir une bonne raison. Est-ce que on les a empêchés? Est-ce que les Teleri leur ont fait barrage pour les empêcher de passer? Est-ce qu'ils ont commencé à les attaquer? Est-ce que c'est sous ordre des Valar? On ne sait pas. Ils ne savent pas à ce moment-là. Oui, ils ne le savent pas, mais donc ils le font, ils le suivent, et quand même, Fëanor va décider que ce sont des fardeaux. Sur quelle raison? Une raison un peu inconnue. Ils les ont pas suivis tout de suite, donc en fait... Là-dessus, il a raison. Effectivement, il sait qu'ils ne le suivent pas de leur plein gré ou par pur amour pour lui. Mais t'imagines, il décide quand même de se séparer d'une grande armée, plus grande que la sienne, parce qu'elle est plus nombreuse que la sienne. Il décide de se séparer d'une grande armée juste par ego. Et d'ailleurs, ça va causer sa perte, on le verra au prochain épisode. Mais... Enfin, vraiment, je trouve que c'est une raison troublante, quoi, de se séparer quand même d'une aide précieuse, simplement dans une par un ego surdimensionné. Il pense qu'il peut arriver à s'occuper de Melkor tout seul, comme il l'a déjà dit auparavant, que si les Valar n'y arrivent pas, lui s'en occupera. C'est assez intéressant de voir dans quelle mesure en fait Tolkien a voulu écrire un personnage comme ça en complète perdition, et pris par son ego, mais aussi pris par des exils, des malédictions, ses propres créations qu'il dépasse, la beauté, la puissance des Silmarils, surtout la beauté, parce que la puissance réside dans la beauté. Il n'y a pas de pouvoir qui en émane de jets de lumière, de laser tueur. Mais voilà, c'est assez fou quand même. Tolkien qui plus tard sera beaucoup plus dans une sainteté inhérente au personnage, quelque chose d'assez noble, etc. Là, on a un Fëanor qui pourtant est le noble faillible par excellence, un des rois, si pas du moins un des princes. Il faut aussi rendre compte du fait que tout cet épisode-ci, en fait, on ne fait que voir les conséquences de ce qu'on vous a raconté dans le précédent épisode, à savoir tous les résultats des manigances de Melkor. Oui. Ouais. Donc ça aussi, il faut quand même le rendre compte, c'est pas juste Fëanor est un idiot qui se laisse berner et qui est totalement devenu fou, mais il a été pris dans les mensonges de Melkor et de ce qu'il était en train de tisser. Et puis, évidemment, il n'a pas menti à n'importe qui, il savait très bien à qui il s'adressait. Melkor, c'est quand même un personnage assez intelligent et malin. Il s'adressait à un des plus orgueilleux et qui avait de quoi l'être, parce que Fëanor était très beau, très grand, très puissant. Il a réussi à créer les objets les plus... tout à fait comme toi, mais n'a pas les mêmes cheveux que toi. Il a réussi à créer parmi les objets les plus puissants qui ont été vus en Terre du Milieu. Donc fatalement, il avait, on va dire, des bonnes raisons d'être orgueilleux et d'avoir cet ego-là. Il est quand même Fëanor en mode « je ne te fais pas confiance, casse-toi ». Évidemment, Melkor Tolkien a bien écrit la chose, c'est-à-dire que c'est en mode il va utiliser des mots et tout pour en fait plutôt insuffler le doute en les Valar, parce que c'est juste... Tu sais, c'est un peu comme les mecs de droite qui utilisent des rhétoriques fumeuses pour en fait te dire ouais bon c'est un peu des débiles, je m'en fous de ce qu'ils disent, mais au final t'as toujours un truc où t'es mais là-dessus il a raison, oh mais je l'écoute pas, mais là-dessus je sais pas comment exprimer le truc. Oui, c'est ça, c'est comme ce qu'on disait, c'est mettre quelques éléments de vérité ou qui partent de faits concrets pour après raconter ce que tu veux, et ensuite libre à l'interprétation, et ça crée des dissonances énormes. C'est ça que je dis, que je trouve quand même que Fëanor s'est laissé un peu manipuler, parce qu'il est en mode je te crois pas, mais clairement, mais je sais plus où je voulais en venir avec ça, mais je te crois pas, je veux pas t'écouter, et en même temps ça fait son chemin à l'intérieur de lui. Tu vois, il se laisse quand même aussi intelligent, et Fëanor il se laisse quand même avoir pour des petites phrases par-ci par-là. Mais Melkor simplement appuie sur les leviers qui sont déjà présents dans chacun en fait. Melkor n'apporte pas grand-chose de nouveau. Il appuie simplement là où ça fait mal à chaque fois. En fait,
il met en exergue déjà quelque chose déjà présent chez les personnages, et déjà un ego et un problème chez Fëanor qui est présent depuis le départ. À la même façon que va le faire l'anneau de pouvoir bien des années plus tard, qui, même si le plus pur des êtres va s'en emparer pour peut-être le détruire ou pour le cacher avec les plus nobles intentions, et bien au final il va se retrouver corrompu par, non pas l'objet, mais en fait ce qui le renferme, c'est ce désir du pouvoir, et qui va chez chaque porteur réveiller quelque chose de différent. On va voir chez Frodon, il va tenir jusqu'à la dernière minute, mais il va vouloir devenir le Seigneur Noir à la fin. Sam, quand le peu de temps qu'il a porté l'anneau, lui, ce qu'il voyait, c'était lui-même en maître des herbes et des plantes. Donc c'est quelque chose d'assez louable, mais ça ferait quand même de lui un Seigneur ténébreux des jardins, certes. Mais donc chaque personnage qui va avoir l'anneau en sa possession va voir un de ses désirs les plus secrets exacerbés, comme Melkor, qui arrive à toujours appuyer au bon endroit pour faire sortir de la bonne route les gens à qui il s'adresse. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a un parallèle vraiment à faire entre les Silmarils et l'anneau. Et d'ailleurs, peut-être, si vous avez autre chose à dire, on pourra continuer à en parler dans la partie questions, mais justement, ça fait un lien avec une question qui nous a été posée. Allons-y. Eh bien, allons sur les questions. Le lien est tout trouvé. Eh bien, c'est parti pour les questions. Alors aujourd'hui, peu de questions parce que j'ai oublié de vous demander sur les réseaux de nous en envoyer, mais il y en avait encore quelques-unes qui traînaient dans nos messages. Et j'ai été en chercher quelques-unes d'intéressantes. Et c'est justement la question dont je parlais, c'est une question de Cédric, qui nous demandait... Est-ce qu'il a 8 ans et que c'est difficile la vie pour lui? Oui, peut-être, tu peux lui demander. Est-ce que c'est difficile? C'est quoi la phrase exacte? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. C'est lui qui a la ref là, franchement. Cédric l'a deux fils, mais les autres... Il nous demandait, est-ce que faire les anneaux n'est pas une très mauvaise idée pour Sauron, en fin de compte, qui va séparer son pouvoir? Enfin, faire l'anneau unique, en tout cas. Eh bien, pour cette réponse, je vais d'abord vous répondre, et puis je ferai le lien avec ce qu'on disait avant. Oui et non. Parce que Sauron va créer l'anneau. Pourquoi, les amis? Pourquoi est-ce qu'il crée l'anneau, d'abord? Pourquoi? Là, je n'ai pas préparé la réponse, mais j'ai envie de dire peut-être un peu comme, d'une certaine manière, un peu comme Voldemort avait ses Horcruxes. D'abord, la première raison. La première raison. C'est pour dominer tous les autres anneaux. Exactement. C'est d'abord pour dominer tous les autres anneaux. Donc en fait, il y a une raison d'abord originelle. C'est un objet qui va lui permettre de contrôler d'autres objets. C'est le Uber anneau. Il le fait pour ça. Donc en ça, c'est quand même intéressant qu'il le fasse. Mais effectivement, ça va séparer son âme, un peu comme Voldemort, comme le dit Julien. Mais aussi créer cet anneau, ça va lui permettre quelque part, comme Voldemort, de subsister, même si son corps physique est détruit, donc quelque part c'est un avantage aussi, et aussi il aura une confiance absolue dans le pouvoir tentateur de l'anneau, et il pense que personne n'osera le détruire. C'est tellement étonnant pour lui que des gens ont réussi d'ailleurs ils n'ont pas réussi à le jeter. Il a raison, au final, il avait raison, c'est pour ça d'ailleurs que l'entrée de l'Euroduin n'est pas gardée, parce que c'est inconcevable pour lui, et il a raison encore une fois, que quelqu'un soit capable de le détruire par sa propre volonté. Personne n'en est capable d'ailleurs, même Tom Bombadil n'y arriverait pas dans l'absolu. Mais c'est l'intervention d'Héroux, fatalement, bien que ce ne soit pas écrit littéralement dans le texte du Seigneur des Anneaux, qui va faire trébucher Gollum, parce que dans les films, fatalement, c'est Frodon qui va sortir de sa torpeur et de son doigt arraché pour venir pousser Gollum, et ils vont tomber à tous les deux un peu en trébuchant. Mais dans le livre, c'est encore plus Deus ex machina que ça, parce que Gollum, tout seul, en sautillant de joie, va trébucher tout seul, ce qui peut paraître un peu dingue pour un récit aussi épique, qui s'étale sur plus de 1000 pages, où on a un personnage qui tombe. C'est vraiment l'intervention de la Providence et de Héroux, qui sait très bien que, en fait, sans lui, c'était impossible qu'un personnage, quel qu'il soit, puisse se débarrasser de cet objet si tentateur. Héroux qui a fait donc un croche-pied. Mais donc Sauron a vraiment une confiance absolue. Donc, dans sa vision, c'est très intéressant l'anneau, parce que ça lui divise son âme, donc ça le permet de subsister si on le détruit son corps. Et comme il se dit, personne ne peut détruire l'anneau, c'est quelque part une forme d'éternité qu'il s'offre. Hein. Mais si on va plus loin dans cette question-là, en fait, Tolkien va répondre un peu à cette question dans la lettre 211, où il y a une lectrice qui lui pose la question suivante: comment ça se fait qu'Ar-Pharazôn, donc le dernier roi numénoréen, a réussi à vaincre Sauron alors qu'il possédait l'anneau? Je vous rappelle que... C'est ce que j'allais te dire, s'il avait l'anneau à ce moment-là pourtant. Pharazôn va vaincre Sauron dans les terres arides du Harad et va le ramener à Numénor. Et alors que Sauron possède déjà l'anneau à ce moment-là, il est censé être très 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 puissant, trop puissant pour qu'on puisse le vaincre. Et Tolkien répond déjà que Sauron a déjà fait un peu exprès en fait de se laisser vaincre, puisque ça va lui permettre d'accéder à Numénor et d'ensuite un peu mindfuck tout le monde et prendre le pouvoir à Numénor, faire en sorte qu'on rende un culte à Morgoth et puis ensuite renverser complètement Numénor. Mais il dit aussi quelque chose d'intéressant. Il dit
qu'il ne faut pas trop en demander à l'anneau. Il dit que c'est un élément mythique, une des diverses expressions du fait de placer sa vie ou son pouvoir dans un objet extérieur qui est ainsi menacé d'être volé ou détruit, ce qui entraîne des conséquences désastreuses pour soi. En gros, ce qu'il dit là, c'est que c'est une expression d'une forme d'idolâtrie. C'est une expression un peu mythologique du fait que dans le monde, parfois on place sa confiance et sa confiance, son pouvoir en quelque chose qui est futile, vain, comme l'argent. Et voué à la destruction, à la perte, au vol. Et que cela entraîne chez ou que nous... ce soit une idole sacrée, hein. Ça peut être une croix on religieuse peut ou penser autre. justement au récit dans l'Exode du veau d'or, où les Juifs les Hébreux vont créer une idole en forme de veau d'or et ce qui va déclencher la colère de Dieu. Pour une référence plus récente, on pourrait dire même l'Arche d'Alliance dans Indiana Jones. Voilà, c'est ça. Enfin, essayer de mettre, en tout cas, de commencer à mettre de l'idolâtrie tout simplement, de mettre de la valeur dans quelque chose de futile qui va disparaître. Et pour lui, l'anneau est une de ces diverses expressions mythologiques qu'il met dans son récit. Et il s'avance même à philosopher sur l'anneau et y voit, je le cite, vraiment c'est lui qui dit ça, une manière de représenter de manière mythologique le fait avéré que la puissance, ou plutôt la potentialité, pour être employée afin qu'elle produise des résultats, doit être extériorisée et pour ainsi dire, échappe dans une mesure plus ou moins grande au contrôle direct. Il donne comme exemple, un homme qui désire exercer le pouvoir doit avoir des sujets qui ne sont pas lui-même, mais alors il dépend d'eux. Donc en gros, il dit à ses lectrices, en fait, ne vois pas trop de choses dans cet anneau, c'est vraiment juste une expression mythologique, un sens un peu philosophique, mais il n'y a pas un grand sens derrière le fait que Sauron fasse un anneau. Et je trouve qu'en fait, cette valeur-là, on peut la mettre dans les Silmarils, cette valeur de l'idolâtrie, etc. En fait, il se trouve que Fëanor, en créant ces objets, va leur accorder une puissance déraisonnable, lui accorder toute sa vie. D'ailleurs, il dit que s'il est détruit, il mourra lui-même, comme si en fait sa valeur à lui-même résidait dans les objets qu'il a créés, dans de simples gemmes finalement. Et c'est ce qui va c'est ce qui va procéder à sa perte, tout comme Sauron. Il va penser que son pouvoir réside seulement là-dedans, et ça va l'amener en fait à aller aux confins du monde, mourir pour de simples objets. Et c'est en ça que je trouvais le lien présent. Très intéressant. Et c'est chouette en plus d'être revenu. Merci de nous avoir sorti une lettre de Tolkien, parce qu'on ne le fait pas très souvent. C'est pas forcément toujours, on n'a pas forcément toujours de lien à faire. Mais là, pour le coup, quand on peut aller se servir d'une lettre de Tolkien pour répondre, c'est très agréable. Mais surtout que ça me faisait rire, parce qu'il lui répond vraiment demande pas trop à cet objet, c'est bon, j'ai écrit un truc. Elle y a presque mis une colle, en fait. Ça a un sens, mais faut pas trop chercher. Et c'est marrant. Pas être plus catholique que le pape. Il faut parfois se rappeler de ça, que parfois on essaie de trop trouver de réponses, comme avec Tom Bombadil, Ungoliant, etc. Parfois il n'y en a pas. Elle représente simplement quelque chose qu'il a voulu mettre dans son récit. Je disais tout à l'heure quand on reparlait de Tom Bombadil, etc., que il faut parfois accepter qu'il n'y ait pas trop, avec Tolkien en tout cas, de réponses, qu'il n'ait pas voulu la donner, qu'il n'y en a tout simplement pas. Et il y en a déjà assez dans son œuvre en plus. On avait adoré parler toutes les théories de Bombadil, et finalement on en était arrivé à la conclusion. Enfin, on avait nos préférés, mais c'est en reparlant dans ce podcast-ci sur le Silmarillion, on s'est dit, voilà, au final, il n'y en a juste pas, il y en a vraiment juste pas, en fait, il n'y a pas la bonne réponse, et ça m'avait... J'avais bien aimé me dire que il n'y a pas de bonne réponse et je vais arrêter d'en chercher et profite. Enfin voilà. Et ça évidemment, ça veut pas dire qu'il y a aucune théorie sur rien. Il y a pas parfois des réponses qu'il faut parfois aller chercher, etc. Mais il faut aussi que Tolkien ça se profite. Plus que d'autres auteurs, parce que d'autres auteurs qui eux vont dire non, il y a une réponse, mais soit je l'ai pas donnée, soit voilà. Mais Tolkien, ça, faut en profiter. Et faut juste profiter de toutes ces histoires et de ces récits, quoi. J.R.R. Martin fait ça très bien aussi, l'auteur de Game of Thrones, il fait ça pas mal aussi. Bon, il n'a pas fini son œuvre fatalement, donc ça en même temps ça va aller dans le sens de ce que je vais dire. C'est qu'il y a pas mal de personnages ou d'intrigues qui sont très mystérieux, et les internautes eux-mêmes qui sont fans, qui ont lu les livres dans tous les sens, vu que ça fait pas mal de temps qu'ils attendent une suite, ils ont trouvé des liens ou des réponses à certaines choses, mais aussi pas mal de choses qui ne sont pas dites et qui ne sont que des suppositions, parfois appuyées par des éléments textuels. Je pense notamment, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais la raison pour laquelle Tywin Lannister détesterait son fils Tyrion, au-delà du fait que c'est un nain, ce serait parce qu'en fait, sa femme décédée aurait une relation avec un Targaryen et que leur fils serait Tyrion. Pourquoi est-ce qu'il serait nain, ce Tyrion ? Ce serait parce que Tywin, apprenant l'adultère de sa femme, il l'aurait empoisonné pour qu'elle décède, sauf que le poison n'a pas fait totalement effet. Tyrion serait devenu un nain,
Et elle est morte en donnant naissance. Donc ce poison aurait quand même fonctionné. Parce que d'autant plus que dans les livres, on précise bien que Tyrion a les yeux violets, comme les Targaryens. Donc en fait, il y a plein d'éléments textuels qui permettent, par exemple, juste pour cet exemple-ci, de corroborer ça. Mais on n'a jamais la réponse. Peut-être, s'il termine ses livres, un jour le saura-t-on. Peut-être jamais. On sait, je crois que potentiellement dans les livres on dit qu'il sait parler aux dragons, en tout cas il a une affinité avec les dragons, donc il y a plein d'éléments comme ça qui te permettent parfois d'avoir des théories qui tiennent vraiment la route, mais ce n'est pas dit forcément. Martin, et Tolkien je crois que c'est mort. Mais c'est très plaisant en tout cas ce genre d'éléments, de ne pas avoir forcément les réponses, que ce soit mystérieux. Je croyais que c'était sérieux, désolé. Non, je me suis pas trompé entre Martin et Tolkien, je n'oserais pas. Mais en tout cas, voilà. Mais ce qui est rigolo, c'est que cette chose qui dit, je reviens sur Tolkien, qui dit à cette lectrice en disant, cherche pas trop non plus midi à 14h. Mais je trouve qu'en fait, souvent il le dit dans ses lettres, mais j'ai l'impression qu'il se le dit à lui-même aussi, parce qu'il a cette tendance, et on va le voir jusqu'au bout, on en parlait l'épisode précédent, avec cette volonté de naturaliser la vie des elfes, essayer de vraiment définir un code sur lequel ils vieillissent, etc. Même lui avait cette obsession un peu parfois trop prenante d'essayer d'aller expliquer au moindre détail, et je pense que lui-même se disait parfois... Oh, Tolkien revient à des trucs un peu plus sérieux là. ça fait 10 jours que tu es en train de réfléchir à ce que c'est 7 ans à une vie d'elfe pour un an d'homme. Non, 140. Non, 7. C'est limite sa femme qui répondait à ce genre de lettres en fait. Chérie, tu veux un peu de thé? Chérie. Yes, my dear. Ça fait 2 jours que tu réfléchis à cette question. Donc voilà. Eh bien, je vous propose de continuer avec une autre question. Oui. Ah non, hein. Allez, dis. Il n'y en a que 3 aujourd'hui. Allez, Donc, fais vite alors, pour faire plaisir à Cyril. Alors, Vincent nous demandait quelque chose. Alors, il répondait un peu à ces questions durant le mail qu'il nous a envoyé. Merci Vincent d'ailleurs pour ton mail. Mais je voulais quand même vous transmettre sa réflexion parce que je la trouvais intéressante. Il demandait, dans les films, il demandait pourquoi n'y a-t-il pas de représentants d'autres royaumes d'hommes au Conseil d'Elrond, donc au moment où Elrond va former la communauté de l'anneau. Qui sont ces hommes que l'on voit dans les films qui se chamaillent au moment de prendre la décision de qui emportera l'anneau? Et que vont-ils raconter en rentrant chez eux? N'est-ce pas risqué qu'ils sachent le secret de la communauté alors même qu'ils vont repartir et pouvoir parler de cela à qui voudra? Donc en fait c'était une réflexion sur toutes ces personnes qu'on voit au conseil durant le film, qui ils sont, d'où ils viennent. Et c'est vrai qu'en soi, si on y pense, vu que normalement c'est une mission secrète, où ils vont aller, tu vois, ils vont aller au bar du coin en sortant, raconter ça à tout le monde. Peut-être que Elrond les a maintenus en détention pendant quelques mois. Un an et demi. Après, il y a pire que d'être retenu emprisonné à Fontcombe. Moi, ça me dérangerait pas. C'est vrai. Pas mal, ouais. Mais cette question nous permettait de revenir en fait tout simplement sur un petit rappel de qu'est-ce que le Conseil d'Elrond, peut-être pour ceux qui l'ont moins en tête, et qu'est-ce qu'il représente. En fait, il faut savoir qu'il y a vraiment une différence entre les films et les livres pour le coup. C'est vrai que dans les films... Vincent nous le disait dans son mail, il y a vraiment une impression que c'est un conseil de l'OTAN où il y a tout le monde qui arrive un par un, tu sais, s'organiser, ils arrivent au même moment pour aller au conseil. Ils savent quel est l'objet de ce conseil, plus ou moins. Le conseil. Alors, des petits patchs avec leur nom ici. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde et on ne sait pas qui sont ces personnes. En fait, dans les livres, je vous rappelle que le conseil n'est pas organisé en avance, simplement il se présente là parce que Frodon est arrivé avec son anneau et qu'il faut bien en faire quelque chose, et que les membres du conseil sont simplement là par hasard. En fait, il y a qui? Il y a comme nain, il y a simplement Gimli et Glóin, son père. Ils sont à 2. Et pourquoi ils sont là? Eh bien parce que Sauron est venu leur parler chez eux pour leur proposer un marché, etc. Un messager de Sauron en tout cas. Oui, un messager, leur proposer un marché. Et ils sont donc venus voir Elrond pour les prévenir de ce qui se tramait. Et donc ils sont là par hasard. Il y a aussi Legolas qui est là, mais pourquoi? Parce qu'il a envoyé par Thranduil, son père, pour prévenir Elrond que Gollum s'est échappé de leur cave. Et il y a Aragorn qui est là parce qu'il est arrivé avec Frodon. Et il y a Boromir qui est là parce qu'il a eu des visions et que donc il est venu à Fontcombe s'entretenir avec Elrond. Et il y a Glorfindel qui est là parce que Tolkien avait oublié qu'il était mort. C'est ça. Mais donc il n'y a pas de raison, ils n'ont pas été convoqués pour une raison précise, ils sont simplement là et ça tombe bien qu'ils soient là puisque en fait ils vont pouvoir prendre part au conseil. Mais donc il n'y a pas d'autres hommes qu'Aragorn et Boromir normalement, donc il n'y a pas de représentants du Rohan, donc il n'y a pas de représentants d'autres peuples parce que rien n'est organisé et qu'ils prennent cette décision en petits groupes, des gens qui sont là par hasard pour savoir ce qu'ils vont faire. Donc voilà, c'est un petit rappel. Pour la réponse sur les films, on pourrait juste dire que c'est une petite incohérence ou juste un manque d'informations, mais je pense que Jackson et ses équipes sont très au courant des livres. Une volonté d'habiller un petit peu. C'est ça, pour pas qu'on ait juste, effectivement, ça ferait un peu con, je pense, sur une image de cinéma,
les seules personnes 4, qui vont joindre la communauté, ils sont déjà tous là. Ouais. On s'est dit, bon, qui veut participer ? Écoutez, on est tous là, on va tous y aller. Non, il fallait qu'ils soient noyés dans une petite une équipe avec plus de gens, fatalement. Oui, et puis moi, je me suis toujours un peu dit que c'est des chefs, des rois de royaumes voisins de confiance. Des émissaires, des qui sont messagers, peut-être venus des diplomates. qui sont venus en 2-3 jours. Oui, Stéphane et Non, mais tu vois. Dominique de la Conta. Mais non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'autres royaumes en fait que le. Il y a Il y a encore les royaumes d'Arnor en soi. Enfin, les restants. des villages. Ce dont on peut s'étonner dans le film, c'est effectivement de ne pas voir de représentants plus identifiables du Rohan, parce qu'on peut imaginer que les hommes barbus qu'on voit ont l'air d'être du Gondor, mais du Rohan, on dirait pas forcément, on voit pas de chevaux, on voit pas d'armoiries. Non, ouais. Enfin bon, ouais. En tout cas, c'est vrai que c'est juste. D'ailleurs, à ce propos, là, le moment où on enregistre l'épisode, c'est toujours un peu la magie des sorties et des enregistrements, c'est qu'au moment où on enregistre, nous n'avons pas encore vu le film sur la guerre des Rohirrim. Donc j'espère On va que le voir mardi prochain. au moment où nous tournons, il va bientôt sortir, nous allons le voir. J'espère que quand cet épisode sera sorti, nous aurons beaucoup de bien à en dire. Ouais, sûrement. En tout cas, nous avons hâte pour l'instant. Peut-être que cet épisode fera date et que plus tard, quand nous le regarderons, nous étions bien naïfs. Ou plutôt, nous dirons, nous étions pas assez emballés parce que c'était fantastique. C'est vrai qu'on en parlera l'épisode prochain. Donc, vous pouvez toujours nous faire vos retours aussi si vous avez vu. Un petit live Insta pour parler de ça. Bon, vous l'aurez peut-être déjà vu, le live Insta du coup, mais ce serait sympa. Après. Sur ce, dernière question. Une question à laquelle on a déjà beaucoup répondu. Et donc, ça va aller très très vite. Mais voilà, on nous la posait, j'ai envie d'y répondre. C'est Gilles Bloom qui nous demandait que devient Saruman après sa mort et pourquoi est-ce qu'il va au Aldemandos, etc. Et en fait, c'était spécifié, je pense que dans l'épisode où il meurt, on l'expliquait. Oui. Il y a son esprit donc, qui sort de son corps, qui est un esprit évidemment immortel. Son mot de passe pour rentrer au Aldemandos a été révoqué. Il ne peut pas rentrer au Aldemandos. Et il est dit dans le récit qu'il y a une sorte de vent qui vient de l'ouest, qui le repousse vers l'est. Donc en gros, c'est vraiment une représentation des Valar qui le refusent dans sa réincarnation, donc il refuse au Aldemandos et en terres immortelles, et donc il est banni, et un peu comme Sauron, Oui. il va errer dans le néant, tel un esprit plein d'avidité et de méchanceté, et bien s'emmerder sûrement. Peut-être qu'ils feront des petites parties d'échecs à deux, j'en sais rien. ping-pong. Ça m'étonnerait vu les liens qui les unissent, pas du tout. Donc si parfois de temps en temps vous sentez un courant d'air froid qui vous parcourt l'échine, dites-vous que c'est peut-être Saruman ou peut-être Sauron qui est perdu et qui cherche une âme à tourmenter. Cool. Et sur ce, eh bien, nous arrivons donc à la fin de cet épisode. Et à la fin de cette année aussi. Et à la fin de cette année. Et l'année prochaine, le mois prochain, on se retrouve pour la suite de cette histoire, pour la suite de l'histoire de Fëanor. Restez branchés sur les réseaux pour savoir quand l'épisode va sortir. Non, c'est facile, c'est le dernier week-end de janvier. Et je vous remercie encore tous et toutes pour votre présence, pour vos messages de soutien, pour vos questions, pour vos dons Tipeee qui nous aident vraiment. Pour vos cadeaux aussi. Pour vos cadeaux, vraiment, un grand merci. Ils sont à chaque fois merveilleux pour ça. Et puis, je vous dis à dans un mois. J'espère que vous prenez soin de vous. N'hésitez pas à parler de nous aussi autour de vous. Et voilà. Paix, force, amour. Noël et joyeux année. Pardon, enfin. Noyeux Joël. Bonne année. On peut le faire. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Ciao, ciao.